Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en IMOCA, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Pour la deuxième partie de ce très long épisode, en compagnie d'Alvaro Nabir, nous retrouvons le marin normand au début des années 90, au moment où il se lance dans une campagne pour participer à la 3e édition du Vendée Globe, en construisant lui-même un IMOCA qu'il a conçu. Un 60 pieds qui va connaître un destin fulgurant, puisqu'il va gagner beaucoup de courses très rapidement, un destin fulgurant mais tragique, comme vous allez pouvoir l'entendre. J'ai bénéficié de l'aide, donc, entre autres de Charente-Maritime, de l'équipe de Charente-Maritime qui m'a prêté les moules. Qui était en plus de ça, c'était mes amis Michel Joubert et Bernard Nivelt, avec qui on était très copains, non seulement depuis les Whitbread, mais avant j'avais couru sur beaucoup de j'étais dans l'aventure du genou, le tout honneur, avec Yves Pajot et tout ça, qui était un Joubert Nivelt. Je connaissais bien Bernard, enfin j'avais couru un petit peu sur le Ziva, enfin je veux dire, c'était vraiment... tout le contexte, c'était bien, quoi. C'était des bons compères avec qui on faisait des... Et je me suis lancé dans cette aventure folle de construire un IMOCA. Et c'est ta deuxième construction, en fait. Alors, est-ce que j'ai construit d'autres trucs entre-temps ? Il va y avoir encore beaucoup après où tu seras chef de projet, mais là, c'est ta deuxième... j'ai l'impression que c'est ta deuxième. En construction intégrale, par moi-même, c'était la deuxième construction. Après, j'avais mis la main à la pâte sur plein de trucs, non, parce que j'avais quand même construit complètement Gauloise 4, le trimaran... ah oui, c'est la troisième. Voilà, donc bon, à part que c'était ma deuxième construction en tant que chef de projet, chef de chantier, enfin propriétaire. Sinon j'avais mis les mains dans la colle en tant que c'est ça, armateur, constructeur, chef de chantier, en grande partie architecte parce que j'avais dessiné. J'étais parti de la coque, mais j'avais dessiné tout le reste du bateau et ouvrier, stratifieur et après coureur, voilà. Donc, on fait ce bateau qui a été un bateau extraordinaire. Je pense qu'on a été c'est un bateau qui nous a donné que du bonheur. Je pense qu'il y avait un wagon d'avance, plein niveau. C'est un bateau avec lequel on a gagné presque toutes les courses qu'on a faites, parce qu'il y a une carrière très brève. La mesure où je l'ai perdu à la Route du Rhum, en 94, sur une rupture de quille. J'étais le premier IMOCA à inaugurer une longue série de pertes de quilles. Mais il faut bien commencer à un moment ou à un autre, hein. Et puis voilà, mais c'était une aventure extraordinaire. C'était un bateau, c'était fabuleux. Et j'ai un de mes meilleurs souvenirs en tant que bateau. C'était très très. Et tu l'as construit à Cherbourg ? Non, je l'ai construit à La Rochelle, au chantier Pintard, dans les locaux du chantier Pintard. C'est le projet. J'étais beaucoup à La Rochelle parce que j'avais été beaucoup avec Charente-Maritime. Avec Elf Aquitaine, à un moment, on a été basé aussi à La Rochelle. J'ai été aussi beaucoup à La Rochelle, à l'époque où je courais avec sur Bermude, avec Michel Briand et tout ça. J'ai été rochelé dans de nombreuses reprises dans ma vie, quoi. J'ai plusieurs fois j'ai habité à La Rochelle. Et La Rochelle était aussi le centre de la voile avant. La Rochelle était un peu ce qu'est Lorient aujourd'hui. Il y avait tout était à La Rochelle à l'époque. Il y avait les chantiers, il y avait beaucoup d'architectes, il y avait beaucoup de coureurs. C'était très très bien. La perte du bateau sur cette route du Rhum, c'est une perte sèche, si on peut dire, bien que ce soit très mouillé. Non, c'est une perte qui a marqué un tournant. C'était une catastrophe. C'était une véritable catastrophe parce que d'abord, j'avais vraiment un super outil, qui était un bateau avec lequel il aurait été possible de gagner le Vendée Globe en 96. Pas pour ça que j'aurais gagné. Je dis pas que j'aurais gagné
Christophe Oyonnax l'a gagné, tant mieux, mais j'avais un bateau qui était très bien. J'étais bien en timing et tout ça. Et j'avais pas de sponsor. Le peu de partenaires que j'avais à la perte du bateau se sont tout de suite mis en avant pour dire qu'ils allaient continuer pour me lâcher 6 mois après. Ce qui fait qu'au moment où j'avais un petit peu tous les feux de la rampe du naufrage, j'ai même pas pu officiellement chercher de l'argent parce que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être pu trouver. Mais ça, c'est un truc des partenaires, ça arrive un peu souvent, ça. Donc, ça a été catastrophique. Et après, j'ai mis assez longtemps à m'en sortir hein, parce que j'avais beaucoup de dettes. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu naviguer beaucoup avec. Alors après ça, après la perte de ce bateau-là, j'ai développé un petit peu l'activité, un peu plus chef de projet ou architecture, notamment en participant à dessiner Petit Navire avec Bernard Nivelt. Moi, j'étais dans l'équipe architecturale du bateau pour ce projet-là, qui était un projet très intéressant, mais qui était difficile déjà parce que c'était un projet qui était un peu juste financièrement par rapport à ses ambitions techniques. C'était un bateau avec un gréement. Il y avait 4 co-skippers, je crois. Il y avait beaucoup de cow-boys et pas assez d'Indiens, quoi. C'était un peu. Et le bateau il y avait 5 co-skippers avec tous compétents, chacun de leur côté. Hein. Maintenant, la somme de 5 était peut-être pas forcément. Puis surtout, j'avais beaucoup d'Indiens et pas forcément beaucoup de cow-boys. Il y a un moment, il faut quand même. C'est l'inverse. Beaucoup de cow-boys et pas forcément beaucoup d'Indiens. Il faut prendre des tournevis et puis les tourner au lieu de dire lequel il faut prendre, quoi. Et le bateau avait un gréement. Alors le mât le gréement avait un rotatif avec une boule. Voilà, exactement. C'était un mât basculant parce qu'en fait, les mâts basculants, c'est évident que c'est un truc qui est efficace, quoi. Je veux dire, on a eu l'idée des mâts basculants dès la planche à voile. Après, il n'y a pas un seul multicoque qu'on peut imaginer sans mât basculant, sauf si c'est interdit par la jauge. On le voit sur les ultimes, on l'a vu sur les trimarans hors mât. Et le problème, c'était tellement efficace en monocoque que ça a été interdit, quoi. Parce que c'est d'autant plus que le Vendée Globe avait encore à ce moment-là été très très. Le Vendée Globe était beaucoup plus fort que l'IMOCA en termes d'entité. C'était un peu le Vendée Globe qui faisait le règlement parce que la tête du Vendée Globe, c'était un marin, c'était Philippe Gentot. Donc il savait très bien où il voulait aller, qu'est-ce qu'il voulait avoir comme genre de bateau. Il était très les grandes courses, elles ont toujours été initiées par des visionnaires, des gens qui avaient une idée très claire de leur concept et qui savaient parfaitement où ils voulaient aller. Aujourd'hui, il y a pas mal de grandes courses où on a affaire aux héritiers, donc c'est pour ça que des fois, c'est plus difficile de cerner où est-ce qu'ils veulent aller, et surtout que des fois, ils savent même pas forcément dans quelle direction ils veulent aller. Là, on avait donc Philippe Gentot, il n'a pas voulu admettre les mâts basculants pour des raisons évidentes, à savoir ça allait aller vers la complexité des bateaux et tout ça. Peut-être qu'il n'aurait pas admis les feuilles aujourd'hui, j'en sais rien. De toute façon, une fois de plus, si ma tante avait 2 mâts, ça serait une goélette. Hein, donc, ça sert à rien de refaire l'histoire. Mais par contre, il n'avait pas admis, donc pour des raisons, à mon avis, objectives, puis peut-être aussi des raisons un peu moins objectives, c'est-à-dire que le premier porteur de projet avec un mât basculant en IMOCA, ça a été Raphaël Dinali. Et il y avait un petit Sodebo. Et avec Sodebo, exactement. Sodebo qui avait le courage de se lancer dans cette option-là et qui a gagné ensuite, d'ailleurs, avec le mât basculant, le bateau a gagné une Jacques Vabre avec Thomas Coville et Hervé Jean. Mais il y avait un petit différent entre Gentot et Dinali au sujet d'un bateau qu'il avait perdu. Il avait loué le bateau de Gentot, était parti en pirate, avait perdu le bateau. Voilà. Exactement. Donc c'était un peu. Donc je pense que le fait que Dinali était le promoteur du mât basculant n'a pas aidé Gentot à prendre la décision dans le bon sens. Donc du coup, ça a été condamné, c'était mort-né. Et nous, on était au prototype. Donc une fois de plus, je reviens à l'expression que j'avais tout à l'heure, c'était un petit peu la technologie aéronautique mise en œuvre par les maçons, parce qu'on n'avait pas de. Mais on était limité. Par exemple, ils n'avaient pas voulu d'hydraulique pour la quille, donc on avait un système de palan. Évidemment, ça pouvait pas marcher parce qu'au 42e brin, il y avait trop de friction. Mais c'est dommage, et le bateau a dématé. J'ai jamais su exactement la raison du dématage, mais c'est un bateau qui était aussi très intéressant. C'est un bateau qui aurait pu... je pense que la carène était très avant-gardiste. Le bateau était bien construit. Et voilà, donc c'est un bateau qui est sorti du circuit un peu vite. Mais pour en venir sur la question d'origine, que je n'ai pas oublié, comment je me retrouve à naviguer chez les étrangers. Donc perte de mon bateau, donc perte de tout, beaucoup de dettes, obligé de bosser. Après bosser sur des projets à la fois passionnants mais pas simples. Parce que le projet Petit Navire, c'était pas
c'était pas un projet simple tous les jours, hein, notamment de par la personnalité des skippers qui avaient chacun adorable mais l'ensemble était difficile. Et puis, mais bon, j'étais un peu dans le fond du trou quand même au niveau moral, et c'était pas facile. Je rongeais un peu mon frein, et à ce moment-là, j'ai eu un coup de fil complètement improbable de Rosfield, qui était quand même le vainqueur de la Woodward d'avance sur Yamaha. Et donc j'ai un coup de fil, un appel de Rosfield. Bonjour, c'était juste avant la course de l'Europe en 97. La course de l'Europe, c'était une course très très importante à l'époque. Hein. Il y avait beaucoup de bateaux et il y avait un très haut niveau dans chaque classe. Les classes commençaient à bien s'organiser. Hein. C'est-à-dire que il y avait une vraie compétition parce que les bateaux étaient très proches. Les Orma, les trimarans Orma, ça commençait à être une classe qui avait vraiment de la gueule. Enfin, c'était même quasiment l'apogée des années Orma. On avait à l'époque des modes 80, c'était des gros monocoques dessinés par Bruce Farr, qui étaient destinés à remplacer les maxi, éventuellement sur lesquels il va y avoir une épreuve, mais malheureusement, je pense que Fellman avait été un petit peu trop... au lieu de faire le truc vraiment main dans la main avec la Windbread et tout, il a été plus dans une situation conflictuelle, donc ça n'a pas pu se faire, c'est dommage, parce que l'idée et la classe de bateau étaient intéressantes. Enfin, toujours est-il que je reçois un coup de fil de Rosfield, donc comme il venait gagner la Windbread et tout, puis que moi, ça faisait un petit moment que j'avais plus trop navigué, parce que ça faisait un moment que j'avais plus trop navigué à mon compte, parce que c'est un moment que j'avais perdu le bateau. Hein. Je l'ai perdu en 94. Donc quand Rosfield m'appelle, que je connaissais, il dit non, je dis ouais, c'est ça. Dis-moi quitter vraiment. Et puis c'est Rosfield et tout. Au bout d'un moment, je raccroche quoi. Donc. Ah oui, carrément. Ouais. Je pensais que c'était une blague, tu vois. Je veux dire. Et après, il me rappelle avec son project manager. Non, mais en fait. On voudrait que vous fassiez la navigation pour nous pour le Tour de l'Europe. Et en fait, c'est parce que sur le retour de l'Europe, il y avait c'était le Tour de l'Europe de 93, c'était juste avant la Windbread. Donc à ce moment-là, il y avait Grant Dalton avec son New Zealand Endeavour. Il y avait tous les VOR 60, tu vois, il y avait beaucoup de VOR 60 qui couraient et tout. Et le bateau, la ville de Cherbourg, c'était devenu tellement une légende sur la course de l'Europe qu'on avait gagné, mais en plus de ça, on avait même gagné des étapes en finissant devant les maxi et tout, que le bateau et moi, on était devenus un petit peu une légende. Donc, puis en plus de ça, moi, j'avais mon passé de navigateur sur la Windbread où j'avais pu faire quelques coups qui étaient pas trop mauvais quand même. Donc, Rosfield m'a demandé de venir naviguer comme navigateur sur cette course de l'Europe en 97. Et puis moi manquais un peu de confiance en moi parce que j'ai pas intérêt à merder et tout. Puis finalement, non seulement j'ai pas merdé, mais on a gagné. Ça s'est super bien passé. Et on est parti pour plusieurs années d'aventure commune avec Rosfield et une amitié indéfectible qui dure encore aujourd'hui. Alors avec Rosfield, tu vas aussi découvrir ou plutôt approfondir une autre partie de ton métier, qui est d'être chef de projet de construction de bateaux. Donc, tu vas faire toute la coordination de projets assez sophistiqués, voilà. Quoi. En fait, je me suis retrouvé, j'ai un peu commencé ma carrière sans le savoir en étant chef de projet avec mon Mini Transat, hein, parce que je me suis retrouvé à m'occuper à la fois de la partie technique, finance, construction et tout. Donc, ça a été une bonne école. Et après, c'est vrai que en construisant mon IMOCA, là, mon 60 pieds, ça a été aussi une expérience énorme. Et puis j'avais passé pas mal de temps dans les chantiers, hein, sur la construction du triangle Wascat avec notamment l'école américaine, des suivis de pas mal de constructions. J'ai toujours été assez proche de trucs. J'ai aussi des projets qui n'ont pas abouti, comme en 82, j'avais essayé de lancer un projet de construction de trimaran à Foy sur plan Marc Lombard. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai acquis une bonne expérience technique, un petit peu à tous les niveaux, que ce soit sur la construction, et aussi comme les maîtrises d'œuvre. Et également, je me suis toujours le 60 pieds, c'était un plan Joubert-Nivelle d'origine, mais j'avais récupéré que les formes de coque, puisqu'après je travaillais en bon entendement avec Bernard Nivelle, qui me passait un truc quand j'avais besoin, mais le bateau, j'en avais assumé entièrement toute la conception générale, les emplacements du mât, de la quille, enfin un petit peu tout, quoi. Et ce fait d'avoir plusieurs casquettes, à la fois dessin, construction, mise au point, et puis aussi la tête pas trop mal faite en termes management général, dans la mesure où j'ai jamais été salarié de qui que ce soit, quoi. J'ai toujours monté mes propres entreprises, j'ai monté des boîtes. J'aime bien aussi comprendre comment les choses fonctionnent
C'est-à-dire que j'ai pas, même en termes juridiques ou comptables, j'ai toujours été attentif à tout comprendre, quoi. J'essaye tout ce que je fais. Enfin, ça, c'est le côté un petit peu autodidacte ou bateau-didacte, quoi. C'est qu'on est condamné parce que quand on n'a pas fait d'études, ce qui est mon cas, hein, j'ai pas fait d'études. Et puis en France, c'est un peu dur, hein, de pas avoir, enfin, c'est quelque chose qui compte, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'études, on est un con, quoi. Je veux dire, c'est un peu, en France, on a du mal à imaginer que des gens peuvent faire des trucs, mais s'ils n'ont pas fait les études pour le faire. Bon, donc du coup, ça t'empêche pas de devenir project manager, voilà. et d'avoir des clients assez prestigieux, quoi. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai eu vraiment de la chance aussi de ce côté-là, parce que en tant que project manager, déjà, un des premiers gros trucs que j'ai fait, ça a été l'histoire de Team Adventure pour The Rest. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on avait monté un projet pour The Rest avec Rossfield, qui était assez loin. On avait déjà mis en place un design team. On commençait à initialiser un peu avant l'heure l'idée du design team. C'est-à-dire qu'il y avait un architecte, en l'occurrence c'était Nigel Lyons, mais qui faisait pas tout sur le projet. On avait déjà un bureau d'études avec Ivoire Engineering. On avait des gens qui dessinaient. On avait quelqu'un qui s'occupait de toute la partie aéro agrément avec Richard Boudzed. On était la construction, on s'appuyait sur le GMV qui avait aussi son mot à dire sur les principes même de construction et tout. Et puis ce projet-là n'ayant pas abouti, j'ai été démarché par l'équipe de Cam Lewis et Larry Odenfeld pour m'occuper de Team Adventure. Au début, ça devait être plutôt que de la partie construction où j'aurais presque rien à faire parce que le bateau était entre les mains de Multiplast et eux s'occupaient de tout. Et puis au fil du temps, ça s'est terminé avec beaucoup à faire parce que le bateau était en sous-traitance à Cherbourg, mais d'abord on a fait un bateau, bien que Multiplast soit Gilles Ollier soit l'architecte du bateau, que Multiplast est la maîtrise d'œuvre. C'est quand même un bateau qu'on a fait évoluer par rapport au premier plan, on a fait évoluer les plans de pont, on a fait évoluer un petit peu les formes, parce que sur les formes avant, elles étaient un peu différentes. Les formes arrière aussi, on avait coupé un peu les tableaux. On avait un plan de voilure qui était un petit peu différent. On avait des voiles. En fait, il y avait beaucoup de choses de différentes. Je pense que d'ailleurs, Team Adventure était le meilleur bateau. Et en plus de ça, je me suis retrouvé à organiser un petit peu tout le projet finalement, parce que Cam était très gentil, mais il est pas toujours d'une maturité. C'est un gars qui part un peu dans tous les sens. Puis lui, son boulot, c'était d'animer le projet, de trouver de l'argent et tout. Et Larry était complètement en phase avec Cam, aussi un petit peu un professeur tournesol aussi dans son sens. Donc, je me suis retrouvé finalement à faire bien plus que de m'occuper de la construction, mais y compris, c'est lui qui a recruté l'équipage. C'est comme ça que j'avais fait venir à bord Jean-Yves Bernot, Gadal de Monchois, Yann Elias. Et ce projet m'a d'ailleurs tellement épuisé qu'au dernier moment, j'ai même pas embarqué à bord, que j'étais trop... et puis... ça n'a pas été tous les jours facile parce que c'était pas un projet et beaucoup d'argent. Et malgré tout, c'était déjà un projet où tout commençait à coûter très cher, quoi. C'était un gros bateau. Hein. Ce sont vraiment les ancêtres des ultimes. Hein. C'était des bateaux qui faisaient 35 mètres. C'est les premiers multicoques avec lesquels on est allé à 40 nœuds à la première sortie. La rade de Cherbourg, c'était boum, c'était un truc extraordinaire. Et puis bon, il y avait la taille, c'était extraordinaire. Donc ça, c'était le premier gros projet que j'ai fait en tant que project manager. Moi, en plus de ça, pas loin de chez moi, parce que c'était à Cherbourg. Donc, de faire des projets comme ça à 35 km de chez soi, c'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent dans la vie. Et là, le côté ancien de la Whitbread, ça compte aussi pour tous ces gens-là, quoi, non? Ça a compté aussi, mais je crois que c'était pour le projet... ce qui a compté pour le projet Team Adventure, c'est le côté un peu ancien de la Whitbread. Le côté aussi pionnier du multicoque avec toute l'école américaine et tout, c'est-à-dire d'avoir une connaissance du multicoque qui est très très ancienne et d'avoir vu un peu, suivi toute l'évolution du multicoque, donc de bien pour servir un peu. Là, c'était les premiers très gros multicoques de course qu'on faisait, très performants. Donc, faut voir qu'on rentrait complètement dans l'inconnu. Aujourd'hui, ça paraît presque normal de faire un maxi, mais on passait des ormas. C'est des bateaux qui faisaient 30 mètres, entre 30 et 33. 30 et 35. Je veux dire, la Team Philippe faisait 35. Nous, le projet qu'on avait avec Crossfield, c'était un bateau qui était à 36 mètres. Cette Team Adventure devait faire 33 mètres. Enfin, c'était des très gros bateaux, quoi. Pour l'époque, on rentrait dans une autre dimension. Donc, il y avait plusieurs aspects. Le côté Whitbread, parce que ça prouvait ça c'était pour le côté anglo-saxon. Mais c'est surtout le côté pionnier multicoque, expérience du constructeur avec,
objectivement, le monocoque IMOCA vient de Cherbourg. T'avais installé vraiment dans le paysage comme ça. Ça m'a vraiment. C'est un bateau qui a vraiment marqué son époque, qui a marqué son temps. Il y a d'ailleurs certaines limites de la classe IMOCA qui découlent de ce bateau-là, comme le Tirando à 4,50 m, parce que au moment où on l'a fait, tout le monde nous avait traité de fous, mais comme on n'avait pas beaucoup d'argent et qu'on construisait le bateau en verre, il fallait qu'on gagne du poids. Donc c'est pour ça qu'on a fait un très grand Tirando, pour avoir un bateau. Parce que le bateau était très très léger, mais en étant très lesté. Contrairement au Finot, à l'époque, était aussi très léger, mais il avait pas de quilles. Hein. D'ailleurs, c'est un petit peu problématique, parce que la courbe de stabilité des Finot, c'était quelque chose d'assez un peu limite pour aller autour du monde. Hein. Et ils en ont pris conscience, d'ailleurs, ils ont rectifié le tir par la suite. Hein. Voilà, et puis il y avait aussi ce côté maîtrise de la construction, le fait d'avoir construit un bateau aussi un petit peu le fait d'être sur place. Gilles Ollier, on se connaissait déjà depuis longtemps. Ils avaient cherché aussi un intermédiaire entre eux, américains, et puis les Français, la culture française, le chantier français, le multicoque français, tout ça. Et ça s'est très bien passé. Et en plus de ça, c'était un projet très très dur. Et une fois de plus, qui s'est très bien passé parce que j'ai eu la chance qu'il y ait une autre personne qui a travaillé avec moi, avec qui on est resté très amis, qui est Peter Grubb, qui était aussi le projet, qui était l'ancien boat captain de Matador, des Maxi, et project manager des opérations de Bill Koch, qui avait été impliqué notamment dans la campagne d'America Cube et tout ça. Enfin, un milliardaire américain qui avait financé la coupe. Et donc, Peter Grubb s'occupait plus de la partie, en fait, c'était presque un boulot entier de gérer Camellari, qui partait dans tous les sens. Et du coup, comme il y avait Peter qui s'occupait très bien d'eux, moi je m'occupais du bateau, de la technique, et voilà. Et c'était une très belle aventure, parce que le bateau n'a pas gagné le race, mais le bateau était déjà au départ, ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que c'est une fois de plus un projet qui n'a pas démarré très tôt, qui n'a pas eu l'argent qu'il fallait et quand il fallait. Mais ça a été un bon bateau, et puis ça a permis à des marins de commencer une vraie carrière offshore, comme Yann Elias. C'était un des premiers gros embarquements qu'il avait, après qui lui a permis de faire plein de trucs. Et puis il y a des gens qui m'avaient accompagné, comme Lionel Lemonchois, en fait, qui avait commencé à naviguer avec moi sur le ville de Cherbourg. Il était avec moi quand on a gagné la course de l'Europe en 93. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était normand comme moi aussi, on se connaissait depuis très longtemps. Donc là, le faire embarquer sur cette aventure, ça lui a donné un petit peu aussi ce qui lui a permis de servir de tremplin pour aller ensuite sur des trucs comme The Race ou être embarqué par les Rothschild et tout, parce il faisait partie des gars qui avaient fait le tour du monde en multicoque où il n'y avait pas 36 000 à l'époque. Tu vas avoir encore d'autres projets à gérer, et il y en a un qui est assez incroyable, qui est Maréchal. Oui, mais entre les deux, entre Team Adventure et Maréchal, j'ai eu aussi un projet qui était très 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 sympa au niveau humain, parce que c'était un projet avec Alain Gauthier, où j'ai été project manager de Foncia, et qui était aussi très intéressant, parce que aujourd'hui ça paraît une évidence, mais on a installé le tout premier chantier sur ce qu'allait devenir la BSM de Lorient. C'est-à-dire que quand on est arrivé, quand je suis arrivé pour le projet Foncia, c'était une friche industrielle, et encore même pas industrielle. C'est une friche tout court, quoi. C'était pas industriel. Nos locaux étaient encore l'espèce de vieux gymnase délabré, des trucs, il y avait rien, quoi. C'était et quand on a décidé qu'on allait monter un chantier là, franchement personne n'y aurait cru, quoi. Et c'était une très très belle aventure. Bon, un Norma, c'est aussi très intéressant. Travailler avec Alain Gauthier, c'est très intéressant et instructif aussi, parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait surtout très bien ce qu'il veut pas, qui a un petit peu des fois du mal à bien expliquer ce qu'il veut, donc ça oblige à... C'est assez amusant, quoi, parce qu'Alain, par exemple, il est très intuitif et tout, mais j'ai découvert qu'il avait un peu de mal à visualiser les trucs dans l'espace, par exemple. Sur un plan, ça lui parle pas beaucoup, quoi. Et puis après, il faut aller au-delà du plan, donc il faut faire une maquette. Puis la maquette, c'est pas tout à fait comme en vrai, tu vois. Alors après, finalement, il vaut mieux qu'on finisse le bateau sans vraiment le finir. Donc on met le bateau à l'eau pas tout à fait fini, ce qui est jamais pratique, mais pour qu'il voit vraiment. Puis après, on adapte. C'est amusant, quoi. Mais c'était une belle aventure de monter Quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu Lorient, je suis fier d'avoir été de faire partie avec Alain. Voilà, c'est ça, avec Alain, les premières pierres, quoi.
Et puis en fait, après, justement, quand j'étais encore chez Foncia, c'est là où on est venu me chercher pour m'occuper de Maréchal. Alors ça, c'était un projet exceptionnel. Alors raconte un petit peu ce que c'est que Maréchal. Maréchal 4, c'est pas un petit bateau. Maréchal 4, c'est une goélette de pure course de 40 mètres. Donc goélette, un bateau avec 2 mâts. Tout en carbone. 2 mâts, tout en carbone, évidemment. En fait, c'est un bateau un vrai délire, c'est pas du tout un délire, mais un vrai délire de milliardaire. Il y a un record de l'Atlantique, et notamment un record de l'Atlantique qui a été détenu par un bateau qui s'appelait Maréchal 3, qui appartenait au propriétaire M. Miller. Et ce record de l'Atlantique a été battu insolemment par Bernard Stamm et son super bigou. Et ça a tellement énervé, disons, le propriétaire, qu'il a dit « Je vais faire un monocoque pour faire un record de l'Atlantique qui sera très, très, très dur à battre avec un monocoque. » Et c'est comme ça qu'est née cette idée de goélette tout en carbone, de 40 mètres, avec tout ce qu'il fallait pour que ça aille vite. Il n'y avait pas de cahier des charges, parce que ça rentrait pas dans une jauge. Donc du coup, on s'est lancé dans une sacrée aventure, parce qu'on a fait la plus grosse quille pivotante du monde à l'époque, parce que c'est quand même 6,50 m de tir en eau, un mum de 12 tonnes, et on a été le premier, malgré ça, à oser faire un seul vérin pour la quille. Et c'était pour alléger quoi, pour alléger, pour alléger, en se disant ça peut le faire, ça peut marcher, tout ça. Et du coup, moi, chantier bateau construit chez JMV. Alors, en plus de ça, c'était un petit peu l'apogée de JMV, parce qu'il faut voir que malgré l'énormité du projet, donc JMV c'était la grande entreprise de composite de Cherbourg de Jean-Marie Vore Industrie, JMV Industrie, c'était un chantier qui est né sous l'impulsion de Jean-Marie Vore avec les CMN, les constructions mécaniques de Normandie, un peu en actionnaire et un peu en backup. Et ça a été un chantier très, très performant. Et il y avait une espèce de trilogie dans les chantiers haut de gamme qui était CDK, Multiplast et JMV, avec historiquement, je dirais, ça a été un petit peu... Multiplast, c'était un des premiers. CDK s'est fait assez vite. JMV s'est fait assez vite. Et par contre, JMV, de ces 3 chantiers-là, a été le chantier qui a le premier dominé mieux le prépeg, n'a pas hésité à investir dans un très grand four, dans un très grand autoclave pour faire des mâts. Et d'ailleurs, l'autoclave a été racheté par CDK. Le four, c'était le plus grand four du monde, ce qui a permis de faire notamment Maréchal, de faire la coque 40 mètres de long par 10 mètres de large, fait en un seul morceau dans le four de JMV, parce que on tournait le bouton, ça montait à 120 degrés, et il n'y avait aucun autre endroit au monde où il y avait un tel outil industriel. Et un paquet de compétences, parce qu'à un moment, JMV, ils ont fait un nombre de bateaux qui ont couru le Vendée Globe, voire même qui ont gagné le Vendée Globe, c'est incroyable. Notamment les Vendée Globe 2005 c'est triste d'ailleurs, dans le paysage, c'est un peu dommage que JMV soit plus là aujourd'hui, mais c'est comme ça. Ça faisait partie des bons chantiers avec une belle histoire. Et comment viennent te chercher Maréchal ? Alors, je pense que le project manager qui représentait le propriétaire, Jean-François Détiveau, me connaissait peut-être de nom et tout. Jean-Marie, on se connaissait depuis très longtemps parce que déjà chez Bourgeois et tout ça, mais je pense que Jean-Marie m'avait vu à l'œuvre aussi à un moment de Team Adventure. Et quand Jeff Détiveau, c'était un projet colossal, il s'est dit, bon, moi, en tant que project manager général pour le propriétaire, il faut absolument que je trouve quelqu'un avec qui travailler pour arriver à faire ce bateau-là. Techniquement, c'est la table qui craque un petit peu. C'est une table provisoire qui a 11 ans. On l'a faite la veille du Nouvel An, enfin même pas le soir du Nouvel An, on était très à manger, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de table, donc il a fallu que j'en fasse une vite faite. Et elle est pas mal, mais elle est provisoire, donc elle craque un peu. Et donc, comme l'expérience Team Adventure, c'était super bien faite, bien passé, je pense que Jean-Marie Vore a dû conseiller à Jeff Détiveau de travailler avec moi. Et ça, c'était génial. En plus de ça, avec Jeff Détiveau, on a tous les deux en point commun d'être très, très travailleurs. Donc, je pense que on s'est bien entendu à ce niveau-là et le projet s'est très, très bien passé. En plus de ça, tout était bien planifié en termes de timing. Il n'y avait pas de problème d'argent. Donc ça aide. Dans ce genre de projet, ça aide parce qu'on en avait beaucoup souffert sur Team Adventure, on avait beaucoup souffert. Et puis bon, moi j'ai souffert des problèmes d'argent sur tous les projets. Hein, donc. Et combien de temps on met pour construire une golette en carbone de 45 mètres ? Pas très longtemps. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on doit aborder un projet au niveau des constructions. Mais pas très très longtemps. Ça c'était moins de
Je me souviens toujours que la signature du contrat, elle a dû se faire vraiment en fin d'année, à l'automne 2021, et le bateau a navigué l'automne 2001, je veux dire, et le bateau a navigué au tout début du printemps 2003. Donc c'est un projet qui a été assez vite. Hein. C'est un bateau assez simple aussi. C'était très grand, mais c'était assez simple. Et puis, on s'était très bien partagé le travail. Et comme le composite était entre de très bonnes mains, moi, j'avoue que je me suis assez peu occupé du composite. Il y avait beaucoup de trucs que je faisais en direct aussi. Le bateau était fait avec SP, qui est devenu Gurit, mais l'ingénieur SP, il habitait à Équeureville, c'est-à-dire qu'il était à 2 minutes du chantier. Nous, on était sur place avec le project manager. Il y avait pas les décisions se prenaient immédiatement dès qu'on avait un truc avoir sur la structure une adaptation. Hop, on disait au gars qui habitait à 5 km d'ici de venir, on se faisait une petite réunion, c'était incroyablement efficace, quoi. C'était donc ça a été un projet assez rapide et c'était un très très beau projet. Par contre, bon, épuisant quand même. Épuisant parce que la construction d'un bateau, c'est jamais un long fleuve tranquille. Hein. Donc il y a toujours des trucs. Puis on s'est lancé dans des sacrés défis. Hein. C'est vrai que faire une quille pivotante pour l'époque, c'était ça commençait à peine à être c'est pas encore super courant, mais de faire une quille pivotante pour un bateau de 6,50 m de tirant d'eau et bulbe de 12 tonnes. Et en plus de ça, on va dire bon, nous on va faire ça avec un seul vérin. Heureusement, on a eu on avait travaillé avec Caribody, on a eu des bons. On s'est pas gouré non plus sur le choix des industriels et tout, et je pense que là, on s'est bien débrouillé, c'est qu'on est parti de la feuille blanche à peu près pour tout, avec zéro a priori. Et tous les sous-traitants qu'on a eu ou tous les fournisseurs, on les a vraiment sélectionnés sur des critères très objectifs. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément travaillé avec des gens qui étaient connus ou des gens avec qui les autres avaient l'habitude de travailler. On est reparti de la feuille blanche, on n'est pas allé voir un tel parce qu'un tel allait voir un tel. C'est-à-dire que pour chaque fourniture, on avait un cahier des charges qui était très précis. Et on disait, bon, qui répond. C'est pour ça que, par exemple, toute l'électricité de Maréchal était un très bon succès. On a fait venir 2 petits jeunes qui venaient à peine de monter leur boîte, quoi. Mais c'est eux qui avaient monté leur nouveau projet. C'était une boîte qui est devenue après Sionelec et qui, grâce à ça, on fait plein de projets dans la course après. Quoi. Tu vas retourner sur l'eau après? Parce que je vois dans ta longue biographie, je vois une campagne sur Orange 2. Donc là, c'est évidemment toute l'expérience sur oui, absolument. Team Adventure. En fait, campagne sur Orange 2, Loïc Perron m'avait demandé de venir avec lui sur une Innovation Explorer pour Jaurès. Mais j'ai dit, attends, si j'embarque pas sur Team Adventure, c'est pas pour aller c'est pas pour m'embarquer sur les concurrents. Donc j'avais regretté. Donc c'était moi, je me suis une belle équipe. Il y avait Yves Laudet avec qui je m'entends très très bien. Mais puis Loïc, en plus beaucoup pour barrer. Donc, et j'avais pas pu y aller. Mais bon, j'avais quand même pas mal navigué sur Team Adventure. Du coup, il fallait quand même faire en sorte que ce bordel-là, ça marche. Et puis, avec Bruno, on était très amis. On s'entendait depuis la première minute en date. Mais puis, je sais pas comment à un moment ou à un autre, il a eu l'idée. C'est le club très fermé de ceux qui ont fait la première minute transat. Voilà. Et puis, il a eu la bonne idée de me sortir de la naphtaline. Et donc, effectivement, je suis navigué avec eux en 2004. Mais j'ai fait en 2004, alors j'ai fait aussi un petit peu j'ai essayé de faire un peu trop de trucs aussi en 2004. Parce que j'ai voulu essayer de revenir sur le Figaro. Parce que j'avais investi dans mon plan initial était de faire le Figaro 2003, l'année où est sorti le nouveau bateau. Et j'avais d'ailleurs acheté le nouveau bateau, mais comme malheureusement j'étais complètement dans le jus avec Maréchal 4, j'ai pas pu faire le Figaro en 2003 comme j'avais prévu. Donc j'avais loué le bateau, un gars qui s'appelle Benoît Petit, je crois. Et j'ai dit, bon, je ferai en 2004, mais bon, malheureusement, en 2004, les autres, ils avaient déjà une saison dans les pattes, ils étaient à leur 5e jeu de voile. Donc, en 2004, en Figaro, j'ai ramassé les bouées, d'autant plus que j'ai pas du tout pu m'entraîner. Enfin, c'était un peu frustrant en termes de Figaro, c'était pas, je pense que si j'avais pu revenir en 2003, ça aurait été au moment où tout le monde redécouvrait le bateau, l'histoire aurait pu être différente. Comme Alain Gauthier, qui fait 2e et tout ça, donc j'ai pas fait un Figaro comme le plan initial le prévoyait. Donc et voilà, et puis Orange 2, ça m'a permis de redécouvrir les gros bateaux et ça. Par contre, j'ai eu du mal à m'investir à 100% dans le projet parce que je voyais que mon père allait partir incessamment sous peu et tout. Et donc j'ai fait les 2 premières tentatives Jules Verne. Et puis Bruno, qui est un bon manager et tout ça, je pense qu'à un moment de l'année suivante, tu vois, il m'a pas proposé de revenir avec lui. Il sentait aussi que j'aurais eu
trop d'hésitation à y aller. Je m'imaginais pas y aller et je revenais, mon père était plus là. Donc, je sais pas qu'on se voyait beaucoup. On s'entendait très bien et puis voilà. Donc, c'est un moment important dans la vie. Et puis évidemment, on sait pas dit tout ce qu'on avait à dire, mais ça aurait été trop long. Et tu vas avoir encore une nouvelle construction aussi importante. Tu vas t'occuper de Delta d'Or? Alors, Delta d'Or, oui, mais alors c'était un truc un peu frustrant pour moi, parce qu'au départ, justement... Delta d'Or, c'est le premier IMOCA de Jérémy Bayou. Mais ça s'est pas passé tout à fait comme voulu, parce que Delta d'Or, en fait, moi, je me suis pas retrouvé côté... au tout début, Jérémy m'en avait parlé, on s'entendait bien avec Jérémy, si tu veux... Bon, enfin, on avait une bonne approche et tout ça. Et quand il savait un petit peu ce que j'avais fait aussi en termes de project manager, je pense que bon, il était assez jeune, mais il avait dû quand même avoir un peu en tête peut-être le passage de Ville de Cherbourg. Et puis c'est vrai qu'en termes de management des gros projets, je m'étais bien démerdé. Mais il s'imaginait probablement, il m'avait contacté un peu comme project manager, mais finalement il avait embauché Gilles Curie comme project manager général. Donc du coup, moi je me retrouvais un petit peu vaguement project manager, mais plutôt côté chantier. Donc du coup, c'était un peu frustrant parce que Jérémy, moi j'étais payé par le chantier, j'étais pas payé par Jérémy. Donc le chantier me faisait intervenir que quand il estimait que moi j'allais intervenir, ou le chantier me mettait un peu à disposition, mais j'étais pas à disposition du projet complètement. Et puis comme moi j'avais pas la main sur le projet, si tu veux, complet, je voyais certaines options qui étaient en train de se prendre sous l'initiative de Gilles Curie. Je sais pas du tout une critique envers Gilles, mais je pense que Jérémy s'est fait un peu, je sais pas s'il en a parlé, mais je pense qu'il s'est fait un peu capté par son project manager qui a vécu un peu ce projet-là comme un projet pour lui par procuration. J'ai l'impression qu'il faisait plus ce projet pour lui que pour Jérémy. Et Jérémy, il s'est pas retrouvé, à mon avis. Hein. Je sais pas ce qu'il en dit. C'est pas facile de discuter avec Jérémy parce que on est loin, on se voit pas beaucoup et tout. Et puis il faut beaucoup de temps pour parler avec lui, je pense. On voit en tout cas la complexité de ces projets avec plusieurs intervenants et plusieurs... Et donc, si tu veux, moi je voyais certaines options qui se faisaient que je cautionnais pas du tout parce que moi je voyais très bien qu'il y avait pas les moyens de le faire, ni en temps, ni en argent et tout. Donc c'est un projet sur lequel j'ai vraiment pas été project manager de Delta d'Or. J'ai essayé d'aider un peu comme je pouvais, mais c'était assez frustrant quand même, si tu veux, parce que j'étais pas à plein temps sur le truc. Hein, donc objectivement, j'ai pas amené grand-chose, je pense. J'espère que j'ai pu éviter certaines choses, mais c'est pas le projet dont je suis le plus fier parce que j'avais pas la main. De toute façon, ça a été un projet difficile, Delta d'Or. Jérémy, je sais pas comment il en parle aujourd'hui, mais je pense que à tous les niveaux, c'était un projet assez difficile. Alvard, on va refaire un petit flashback. On avait beaucoup avancé et maintenant on va refaire un petit flashback dans les différents points saillants. Sur les très longs films, il y a toujours des flashbacks et à la fin, ils comprennent plus rien. Les bons scénarios, il y a quelques flashbacks. Mais je voudrais qu'on fasse un flashback qui va nous faire repartir en avant encore. Ouais. T'as aussi beaucoup fait de multicoques. On s'en souvient pas forcément. Mais t'as participé à la grande saga des multicoques des années 80. La grande saga des multicoques, parce qu'en fait, le multicoque, c'est une histoire assez récente finalement. Je crois que les Français, ils ont une vague première petite idée de ce que peut être le multicoque, mais avec Pennuit 4, avec Eric Tabarly avait construit pour la 3268, mais comme malheureusement il a eu une collision avec un cargo, il a arrêté au bout de 24 heures. En plus de ça, il faut rappeler que les pauvres concurrents qui ont préparé leur transat 68, nous on a eu le Covid, mais eux ils ont eu mai 68, ce qui n'était pas l'idéal pour pouvoir arriver à préparer, que ce soit l'Anglixman sur RAF qui a failli gagner d'ailleurs, qui était en tête quand il s'est arrêté à Terre-Neuve, ou Eric Tabarly avec le Pennuit 4 qui était un bateau avec plein d'innovations et tout, mais qu'il avait construit complètement à la bourre et dans les conditions. Donc ça a pas du tout, c'est pas rentré dans l'histoire. Après ça, alors il y avait quelques pionniers du multicoque. Hein. Moi, en fait, c'est un des premiers bateaux sur lesquels j'ai navigué. C'était pas tellement loin d'ici, c'était la baie de Port-Bail. J'avais un ami qui avait un Exo 7, qui était des premiers catamarans. C'était avant les Dart, avant les Hobby, avant les machins et tout ça. C'est les premiers catamarans qui sont arrivés. C'était un dériveur, mais je me souviens de traverser de la baie de Port-Bail sur l'Exo 7. C'était un truc complètement magique avec un bateau qui allait très très vite, où il y avait des gerbes d'eau de partout et qui penchaient pas. C'était le bonheur total. Je me dis, c'est quand même quelque chose à faire.
Et puis, au début, les multicoques, c'était un peu des trucs un peu bizarres, un peu des trucs qui ressemblaient à rien. C'était un petit peu ces merveilleux fous flottants sur leur drôle de machine. Et puis, les gens, ils ont pris conscience du multicoque. Ça a été le grand boom. Arrivée de la première route du Rhum avec Mike Birch qui dépasse Malinowski comme un pêche sur une toile cirée. Pour arriver 98 secondes et tout le monde en tête cette image absolument extraordinaire d'avoir le critère 5 doublé par cette petite libellule jaune qui faisait la moitié de la taille. Et en fait, avant les multicoques, c'était un peu des trucs approximatifs qui étaient un peu bas sur l'eau. Et puis il y a eu cette fameuse école américaine avec les pionniers qui étaient Dick Newick et puis aussi Walter Green. Parce qu'avant les multicoques, il y avait un grand architecte anglais, Derek Elsol, qui est d'ailleurs toujours, et qui était, ils avaient toujours des défauts, les multicoques. C'était des bateaux qui étaient pas très marins, ou pas très solides, ou qui remontaient pas très bien auprès, ou tout en même temps d'ailleurs. Et il y a eu en plus de ça, les multicoques, c'était un peu souvent les marginaux de la voile. On parlait de la Transat en solitaire de 68, que j'ai pas fait quand même. En 68, moi j'étais en 6e ou en 5e, donc mais il y avait des marins fabuleux comme Johan de Cat qui avait construit un trimaran de 15 mètres, alors là qui avait une vitesse extraordinaire, mais qui s'est désintégré à une vitesse tout aussi extraordinaire. Donc bref, en 78, on a pris conscience que pour la course au large, spécialement les courses en solitaire en équipage réduit ou les courses où il n'y avait pas de jauge, qui rentraient pas comme la course autour du monde dans des règles avec l'IOR qui était l'IRC de l'époque pour que les jeunes comprennent. Qui était l'IRC un peu plus rigolo parce que la jauge était écrite, on la connaissait, donc on pouvait vraiment étudier les bateaux en fonction de la jauge. Et donc, on s'est dit, le multicoque, il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai que cette victoire de Mike Birch, c'était une vraie révolution, parce que déjà, ça a fait connaître à plein de gens ce qu'on appelait l'école américaine des multicoques. Donc, si on voulait apprendre le multicoque, il fallait aller aux États-Unis. Donc, moi, après avoir fait la première mini transat en 1977, j'ai connu un petit peu, en étant à l'arrivée de la Whitbread, et j'ai connu un petit peu des gens comme Eric Loiseau, tout ça. Puis je me suis retrouvé embringué dans l'histoire de Gauloise 3. J'ai fait le Fastnet 79 sur Gauloise 3 et j'avais un petit peu dans l'idée de refaire une deuxième mini transat. Et puis à l'arrivée du Fastnet, Eric Loiseau m'a proposé, je cherche quelqu'un pour aller avec moi aux États-Unis pour construire Gauloise 4. Est-ce que ça t'intéresse pas? Donc, ce qui était pour l'époque, ça devait être potentiellement un des bateaux les plus intéressants parce qu'il était un peu plus grand que les autres. C'était un bateau d'à peu près 45-47 pieds, construit par Walter Green. Et pour moi, c'était une occasion extraordinaire, une occasion d'apprendre le multicoque, de perfectionner dans des matériaux de construction qui étaient essentiellement donc bois moulé et époxy, parce qu'à l'époque, on parlait pas de bateau en carbone. Donc, si on voulait construire un beau bateau de course, on le faisait en bois. C'était un matériau qui était beaucoup plus noble que de la fibre de verre et tout. On avait des bateaux plus rigides, plus légers. Enfin, le bois était le carbone à l'époque. Et nous voilà donc embarqués vers le Maine. Et depuis, c'est d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui y sont passés, parce qu'un an après moi, passait Jean-François de Prémorel, qui a appris son métier de constructeur là-bas, et puis qui a eu la carrière qu'on connaît, jusqu'à finir directeur de Beneteau, et puis qui a lancé Jeannot Technique Avancée, qui a construit plein de Fleury Michon et tout ça. Ouais. Il y a eu pas mal de gens. Il y a Yvon Fauconnier qui est passé par là-bas. Enfin, je veux dire, on était... Daniel Gillard a fait aussi construire un bateau. Les meilleurs multicoques avant qu'il y ait les Marc Lombard, Marc Van-Peteghem, Loriot-Prévost et tout ça, c'était surtout des architectes étrangers, dont américains. Et puis après, j'ai jamais tellement lâché le multicoque. Et en suivant un petit peu toutes les aventures, il y a eu des trucs extraordinaires. Les rencontres avec des personnages. Tous les architectes sont des personnages, et les constructeurs aussi. Enfin, les architectes sont des personnages, les constructeurs souvent des caractères. et après, il faut qu'ils s'entendent ensemble. Ça, c'est une autre chose. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui ont résolu le problème en étant les deux en même temps, comme Gilles Ollier, qui était un architecte et puis qui a monté un chantier aussi. Donc si le chantier s'engueulait avec l'architecte, il pouvait voir ça le soir chez lui. Et donc, c'est extraordinaire parce qu'on est parti de cette espèce de petite libellule qui était Olympus Photo, un petit trimaran de 11 mètres et tout, petit à petit.
on a évolué vers des bateaux qui sont devenus de plus en plus intéressants. Les évolutions venaient souvent de... En fait, on s'est trouvé devant une espèce de situation un peu bizarre, c'est-à-dire que les grands bonds en avant, les grandes évolutions se sont faites, il faut le reconnaître, plutôt du côté anglo-saxon, anglais ou américain et tout. Mais l'argent était en France. Enfin, l'argent pour construire ce genre de bateau et pour participer à ces grandes courses. C'est amusant d'ailleurs parce que je pense qu'il y a des architectes super doués qui étaient un petit peu à l'origine du multicoque et qui étaient parfaitement capables de faire les meilleurs multicoques et qui ont fait les meilleurs multicoques de leur temps. Comme je pense à Derek Kelsall, notamment, qui dessinait les bateaux de Eugène Riguel avec les fameux VSD et tout, et qui a dessiné aussi William 101, ce fameux trimaran géant de 27 mètres, je crois. C'était un truc énorme pour l'époque. Et puis après, on a eu John Shuttleworth qui avait fait un bateau extraordinaire, qui a gagné la Two Star en 80 avec Chev Rice et Rob James. Et ces architectes-là, en fait, on les a pas revus dans le paysage, tout simplement parce qu'ils parlaient pas français. Et du coup, ça a donné un petit peu. Et pour ça que, par contre, à l'inverse, Nigel qui est arrivé chez Walter Green un an après moi, et puis Nigel Irons, voilà. Nigel Irons, lui, il a même vécu en France, il parlait bien français et tout, donc il a pu faire des bateaux. Et puis après, il y a aussi des architectes. Une petite pluie pour nous rappeler qu'on est dans le Cotentin. Et puis pour vous rappeler qu'il pleut tout le temps, donc c'est pour pas faire de la pub chez nous, pour qu'on reste bien tranquille. Et donc pour en venir, il y a des architectes. Moi, ma première rencontre avec Marc Lombard était extraordinaire. Je venais de gagner la Two Star avec Eric Loiseau sur Gauloise 4 en 1981. Et j'ai découvert un petit jeune un peu hirsute. On attend un peu ou... C'est un beau grain. C'est un vrai grain là. En fait, c'est l'entraînement psychologique pour la Route du Rhum. Quand il y a un grain qui arrive à fond la caisse, on va aller prendre un riz dans la toiture. Donc j'ai découvert Marc Lombard pour la première fois l'arrivée de la Transat en double, la Two Star en 81. Il venait de sortir l'école de Southampton. Un des premiers, non pas le premier, parce que le premier Français qui était diplômé de Southampton, c'était Éric Le Rouge, qui a fait après des milliers et des milliers de catamarans, qui est très connu dans le milieu du catamaran de croisière, qui fait des beaux bateaux. Et puis, des bons bateaux en tout cas. Et après, les côtés esthétiques et tous les goûts sont dans la nature, mais en tout cas des très bons bateaux. Il y a un des premiers architectes en plus de ça qui a parfaitement dominé les matériaux sandwich, la structure, etc. Et puis Marc Lombard, donc c'était un des premiers diplômés de l'école de Southampton. Et il est arrivé, il avait en projet de fin d'études, il avait dessiné un petit bateau de 47 pieds. Et c'était ni plus ni moins que la synthèse absolument idéale de ce que j'imaginais, de ce que je savais, de mon expérience de multicoque et tout. Je me suis dit, tiens, celui-là, il ira loin. Et c'est vrai que Marc Lombard, il a une très très belle carrière d'architecte et qu'il a dessiné des bons bateaux, y compris des bons multicoques de course, des bons monocoques de course, enfin bref. Et puis après, sont arrivés aussi Marc Van Petegem et Vincent Loriot-Prévost, qui ont aussi fait Southampton, mais je crois pas qu'ils soient allés jusqu'au diplôme. Hein. Il faut vérifier avec eux. C'est pas. Ils avaient déjà plein de trucs à faire et qui ont dessiné, qui sont rentrés dans le monde de la course au large en dessinant Gérard Lambert. Premier bateau qu'a construit Jean-François de Prémorel et tout. Et toi, à quel moment tu commences à naviguer? Et moi, j'étais tout le temps... Tu nous refais toute l'histoire, mais... Non, mais j'étais tout le temps là-dedans. J'étais dans tous ces moments-là et je naviguais un petit peu sur tout ce qui pouvait se présenter, y compris sur les bateaux les plus improbables, comme des praos. J'ai navigué beaucoup en prao avec de l'âge. Alors non pas sur celui qui l'a plié à la Route du Rhum, mais sur Funambule, qui était un bateau qui a énormément marqué son temps. Donc en 82, bateau qui fait 3e à la Rochelle New Orleans. Et qui était un bateau simplissime. Je crois qu'à l'époque, il l'avait construit lui-même, les matériaux et tout ça, ça avait dû coûter 60 000 francs. Enfin, c'était ridicule. Et donc, en rapport vitesse-prix, c'était imbattable. On cherchait. Après, les praos étaient interdits, ce qui est dommage, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y aurait vraiment de quoi faire, notamment pour s'attaquer sérieusement au corps de l'Atlantique. Ça pourrait être drôle. Ce serait peut-être un projet que je ferais quand je serais plus grand, si je trouvais les moyens de battre encore de l'Atlantique à la voile, puis pour quelques temps, quoi, histoire d'être tranquille, quoi. Et donc, voilà, on faisait de tout, du trimaran, du catamaran et du prao. Et du coup, moi, j'ai fait La Rochelle, donc en 80, j'ai fait la Two Star sur un trimaran qu'on a gagné. En 82, juste en débarquant de la Whitbread, ça faisait même pas un mois que je débarquais, j'ai fait La Rochelle, New Orleans
sur un trimaran de 54 pieds, un plan green, avec lequel on a bien marché. On a fini 6e. Alors, ça paraît pas terrible, mais aujourd'hui, il y avait quand même ces bateaux, il y avait 50 bateaux au départ, quoi. Donc c'était bien. Le début des années 80, c'est la première très grande époque des multicoques. Enfin, c'est le début des multicoques, mais c'est l'époque où on se tâte encore un petit peu, parce qu'il y a même encore des gens qui font des monocoques. Michel Malinowski, il avait pas très bien compris la leçon, donc il a refait un monocoque. Après le critère 5, il a refait un critère 8 pour la Two Star d'ailleurs. Il croyait encore monocoque. C'était encore l'époque où on savait pas faire. Alors, c'était aussi l'époque où il courait dans les mêmes catégories, pour le coup. Oui, pour le coup. Ça, tout était mélangé. Aujourd'hui, ça peut paraître paradoxal. Mais aujourd'hui, ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai que aujourd'hui, il n'y a plus aucun monocoque qui court. Non, parce que les bateaux étaient un peu à égalité, parce que déjà, il y avait aussi un truc, c'est que on savait pas faire des multicoques, on savait pas les faire très grands. Parce que si c'était trop grand, ça se démantibulait complètement, quoi. Il faut pas oublier, on découvrait tout. On était sur rien à voir. Les essais, c'était à l'échelle 1. Il n'y avait pas des bureaux d'études ou un truc comme ça. Quand Eric Loiseau il a demandé à Walter Green c'était combien pour les études du bateau, et Walter l'a regardé à des grands yeux parce que lui, il avait son expérience de constructeur, tout, qui était un super constructeur. Hein. Walter Green, c'était quand même le numéro 2 de Ted Hood, qui a construit les bateaux de Ted Hood et tout. Enfin, je veux dire, les trucs, très bon voyage technique, mais pour lui, le multicoque, c'était pour s'amuser. Donc, quand Eric Loiseau lui a demandé le prix pour les études, Walter, il dit, alors, voyons, un crayon, ça coûte tant, la gomme, combien, je vais avoir peut-être besoin d'un peu de papier calque. et voilà, mais ça avait rien à voir. Donc, on savait pas construire des très grands multicoques. Heureusement, on n'avait pas l'argent pour les faire. Et puis après, les grands multicoques, c'est arrivé avec l'annonce de la première Transat Québec-Saint-Malo en 84. C'est-à-dire que là, on a commencé du coup à construire des géants. C'est-à-dire qu'on est passé des bateaux de taille raisonnable, je dirais en dessous de 60 pieds, à des bateaux de 80 pieds et quelques. Ça, c'est Royal, alors, ça a été Royal, William Sorin, le gros Charente-Maritime, le gros Fleury-Michon, je crois que ça devait être le 6, un truc comme ça. Enfin, je sais plus le numéro, je crois que c'était le 6. Enfin, il a fini en petits morceaux dans la baie de Toulon pendant la course de l'Europe en 85. Et on cherchait encore, hein. On cherchait les bonnes résines, on cherchait tout. Et moi donc multicoque, eh bien il y a eu la période beaucoup de Prao. Après ça, Tour de l'Europe en 85 sur un trimaran Fourier de Marc Lombard avec Cadillac. Mais tu fais aussi la Bolle Dakar avec Pajot. Tu fais Bolle Dakar avec Pajot. Tu fais l'Orient-les-Bermudes avec Daniel Gillard. Ah oui, je fais l'Orient-les-Bermudes en 83 avec Daniel Gillard, avec le gros Britannique Ferry qui avait gagné la Two Star avant. Bon, j'ai aussi malheureusement fait la Bolle Dakar avec Daniel Gillard sur en 87, dans la voile, il y a des bons et des mauvais souvenirs, donc ça fait partie vraiment des plus que très mauvais souvenirs. Parce que je pense qu'objectivement, c'est ce qui peut y arriver de pire, de partir en double et de revenir tout seul. C'est pas facile, quoi. Et puis après, pour en venir, Transat en solitaire en 88. Il y a eu Côte d'Or aussi. Côte d'Or, c'était après. Oui, c'est ça, Côte d'Or. Il y a eu course de l'Europe en 87 sur Côte d'Or. 84, je devais faire la Transat en solitaire, mais avec le catamaran VSD, mais je chavirais pendant le convoyage aller. Donc c'était le multicoque, c'est ça. Il se démantibulait ou il chavirait, ou des fois les deux. Il pouvait très bien se démantibuler après avoir chaviré. Et donc, en 88, par contre, belle expérience avec Transat en solitaire. Ça avait été une belle Transat sur donc un catamaran lié de 60 pieds, où je finis. Et là, ça c'était ta première Transat en solitaire depuis la Mini, en fait. Depuis la Mini, bah oui, les Transats en solitaire. Route du Rhum 78. Moi, j'étais sur le triangle atlantique, donc j'ai pas pu la faire. Route du Rhum 82. J'avais un bateau pour gagner la Route du Rhum qui était un trimaran Shuttleworth, mais je me le suis fait voler, entre guillemets, juste avant le départ par Alain Gabet. Parce qu'il y avait un gros sponsor et tout, donc par rapport au propriétaire du bateau à qui je louais le bateau, il avait pu surenchérir et tout ça. Mais en même temps, j'avais pas trop les moyens de me battre. D'une part, j'ai pas de sponsor, et d'autre part, on avait été nourris pendant tout le tour du monde par Charlie Sick. Donc, moi, je suis pas du genre à mordre la main qui me donne à manger, quoi. Donc, et je l'avais vraiment mauvaise, parce que Alain, il avait jamais fait de multicoque à ce moment-là, donc il a fini 5e à la Ronde du Rhum.
Et c'est sûr qu'avec du recul, une belle place à la Route du Rhum, voire une victoire à la Route du Rhum, ça peut changer une vie, quoi. Moi, je n'en avais pas conscience à l'époque. J'avais juste le regret de ne pas pouvoir le courir. Donc, 82, je loupe la Route du Rhum. 86, j'étais project manager de Côte d'Or, parce qu'après le Tour du Monde, Côte d'Or m'avait proposé de m'occuper de tout le projet voile, non seulement côté sponsor, mais toute la gestion globale du projet, avoir un œil sur la technique et tout. Donc, en 86, j'avais pas pu faire la Route du Rhum. J'avais eu envie de louer Gérard Lambert, mais finalement, c'était Olivier Moussier qui l'avait récupéré. Je crois pas qu'il est fini, d'ailleurs. Et puis, après, 88, tu as raison. Et je me disais bien qu'il me manquait quelque chose entre 77 et 88. C'est ça le problème, c'est que quand on n'a pas de sponsor, il peut y avoir des traversées du désert qui sont un peu longues. Et donc, 88, Transat en solitaire en catamaran, je finis juste... en fait, Florence Artaud, elle avait un très beau bateau, elle avait Paragon à l'époque, qui était le must de ce qui pouvait se faire en trimaran. Et puis, et des petits souvenirs, là, c'est là où le Figaro s'aidait bien et tout, sur l'arrivée, j'avais réussi à la passer et à arriver devant elle sur l'arrivée. Et voilà, c'était un bon souvenir en tout cas. Et par contre, c'est elle qui va finir devant toi à la Route du Rhum 90. Ah bah oui, alors ça, la Route du Rhum 90. Alors à la Route du Rhum 90, je récupère le même bateau, mais légèrement modifié. C'est-à-dire que entre 88 et 90, il y avait Laurent Bourgnon qui l'avait récupéré, qui l'avait mis sur le toit, simplifié. C'est-à-dire il avait enlevé toute la nacelle et tout ça. Enfin, il avait tout viré. Et on avait fait une espèce de gros bicat, ce qui n'était pas pour me déplaire. Donc du coup, sur la Route du Rhum, j'avais poussé l'option encore plus loin en mettant un grand maël et tout ça. Et donc, c'était un projet assez gonflé pour la Route du Rhum, mais que je sentais bien. Le bateau, je le connaissais bien, parce que j'avais déjà traversé l'Atlantique avec. Moi, j'étais vraiment bien en forme, donc c'était un projet que je sentais bien et qui s'est très très bien passé. Mais bon, par contre, ça restait un très vieux bateau, et puis qui était construit un peu souple et tout. Le bateau, il avançait un peu en crawl. Hein. Il y a des fois, il y avait une coque qui avait envie d'aller plus vite que l'autre. Hein. Donc, il fallait s'y faire un peu. Ça levait la patte assez vite, hein, mais une fois que la patte était en l'air, ça commençait à être un peu scabreux, quoi. Ça allait vite. C'est là la première fois, d'ailleurs, qu'on s'est connu avec Francis Joyon, avec une image absolument fabuleuse où lui, il avait récupéré, c'était l'entrée de Banque Populaire dans la voile, et lui, il avait bricolé les coques du catamaran Elf qu'on avait mis à la poubelle, et donc il les avait récupérés pour se faire un catamaran avec lequel il avait fait sa première Route du Rhum. Il avait fini et tout, sans problème. Et c'est Francis Joyon qui a introduit Banque Populaire dans la voile, finalement. Donc, et je l'avais doublé juste après les Açores. C'était une très belle image. Et lui, il y a encore l'image, parce que mon bateau était jaune, il y a encore l'image du bateau jaune qui double sur un patin. Et voilà, ça fait partie des beaux souvenirs. Et puis effectivement, c'est l'année où Florence est arrivée. Elle est arrivée un peu moins de 24 heures avant moi. Elle est arrivée le dimanche soir. Et moi, je suis arrivé dans la nuit du lundi au vendredi. Moi. Donc, je suis arrivé le lundi, mais c'était assez euphorique et tout. Donc, c'est comme si j'étais arrivé dans la nuit du lundi au vendredi. Mais c'était une très belle Route du Rhum, cette Route du Rhum 90, parce que la victoire de Florence, c'était absolument génial. C'était... moi, j'ai hormis le fait que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, la victoire d'une femme, mais ça démontrait aussi que la voile, c'est le côté magique avec les femmes et les hommes qui peuvent courir sur le même support, en même temps, il y a que la voile et l'équitation, quoi. Mm-hmm. À part que je crois que les chevaux sont encore plus des bêtes à chagrin que les bateaux. Parce que les bateaux, on peut les mettre en chantier et tout ça, alors que les chevaux, ça peut se casser une patte et tout, et puis c'est plus compliqué à réparer avec un mât. Mais c'est le côté sympa, en tout cas, de la voile. Donc la victoire de Florence, c'était génial. Alors j'avais dit, d'ailleurs, c'est tellement énorme que on va en prendre pour 20 ans, quoi. Et, malheureusement, après, Florence n'a pas retrouvé forcément les moyens de ses ambitions et tout ça, mais ça avait été un phénomène énorme. Et ça avait Florence, je pense, comme Éric Tabarly en 64, a largement contribué à faire rentrer la voile dans le cœur des Français. Dans le cœur des Français. Et c'était avec tous les grands médias, mais même les médias étrangers, parce que le phénomène était tellement énorme qu'il y a des journaux comme Der Spiegel en Allemagne qui sortaient mais comment se fait-il qu'en France on parle tellement d'un truc comme ça? Donc du coup ils en parlaient aussi. Toi, il va falloir t'attendre presque 15 ans pour refaire une Route du Rhum. Ouais. Sur un autre support.
Voilà. Alors on va attaquer un chapitre de ta carrière qui est assez important au final, qui est celui de la classe 40. Mais oui, c'est donc là, important. on fait un petit fast-forward, on fait plus un flashback, on fait un petit fast-forward. On se retrouve un peu après justement la fin des aventures de Maréchal et de Deltador. Et on arrive à la fin des années 2000, autour de la classe 40, parce que tu vas naviguer sur Custopol. Alors, t'es un peu. C'est le tout début de la classe 40 qui a été créée en 2006, un truc comme ça, non? Entre les deux, moi, c'est tellement dur de trouver des sponsors et tout ça que j'y renonce un peu. L'envie de naviguer est toujours là, l'envie de courir est toujours là, mais je vois pas comment m'y prendre, quoi. Je vois pas comment faire le moindre truc. Je vois même pas comment faire Figaro. Je vois pas. Il faut un peu d'argent. Donc j'estime un petit peu de partir vers autre chose. J'avais fait aussi le fait de faire beaucoup de project management. Donc de me positionner en project manager, ça sème un peu le trouble parce que la France c'est un pays qui est assez curieux. C'est-à-dire que la France, il faut que les gens aient des étiquettes. Si vous avez une étiquette navigateur, vous êtes navigateur, on n'imagine pas que vous puissiez construire votre propre bateau. Et pourtant, c'est pourtant ce que j'étais obligé de faire à plusieurs reprises. Donc, si vous êtes constructeur, on est surpris que vous sachiez naviguer. Si vous savez construire et que vous savez naviguer, on peut pas imaginer que vous puissiez dessiner le bateau. Et il faut mettre les gens dans des cases. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans les cases project manager, mais donc les gens pensaient que je voulais plus naviguer. Je me suis occupé la tête un peu avec autre chose. Je me suis dessiné et construit un petit bateau à moteur intéressant parce que je trouvais que tout ce qu'il y avait c'était pas bien. Donc il était temps que j'en fasse un bien. C'était une réussite totale. Et j'étais d'ailleurs au départ des 30 ans de la Mini Transat avec ce bateau à moteur en 2007 à La Rochelle. Alors, c'était un bateau à moteur ultra moderne de conception et complètement néoclassique de look. Donc le bateau, il avait un look d'enfer. J'arrivais dans le port, il est superbe le bateau. Il a quel âge et tout. Les gens, ils devaient s'attendre à ce que je leur réponde qu'il avait été mis à l'eau en 1920, alors que je leur disais qu'il avait été mis à l'eau il y a 6 mois, les gens étaient un peu déçus. Mais toujours est-il que je me retrouve aussi au départ de la Jacques Vabre avec ce bateau-là en 2007. Et au départ de la Jacques Vabre, je croise Géry Transo. Et qui courait en classe 40 aussi. Et il y avait aussi Antoine Carpentier qui courait beaucoup avec lui. Enfin, Géry avait fait la route du Rhum. Il avait fait la route du Rhum. Qui était la première route du Rhum de la classe 40. En classe 40. Et je crois qu'il avait prêté son bateau. Je sais plus s'il courait lui-même ou il avait prêté son bateau à Antoine Carpentier, peut-être. Il a fait la route du Rhum. Géry, il a fait la route du Rhum, c'est sûr, mais pour la Jacques Vabre 2007. Peut-être, oui. Son classe 40 courait. Enfin, toujours est-il que Géry, que je connaissais pas très bien, était au départ du Havre, puis il a vu le bateau moteur, il trouvait joli et tout, et puis peu de temps après, il m'a proposé, il m'a dit tiens, on parle de refaire un nouveau Pogo, un Pogo 40S, c'est-à-dire le Pogo 40 de série, je dirais, était un bateau qui n'était pas optimisé pour la course. Enfin, c'était un bateau très rapide, mais c'était un bateau de croisière au départ. Et donc, il me dit, si tu veux, je peux t'aider à faire la Transat en solitaire, l'Artemis Transat en 2008. Et ben, je dis, oui, voilà une idée qu'elle est bonne. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la classe 40 en 2008 pour faire l'Artemis Transat. Alors je connaissais bien un peu la classe 40 parce que je regardais ce qui se passait, ça m'intéressait. En plus de ça, c'est un ami qui est un peu à l'origine de la classe 40, c'est-à-dire que Patrice Carpentier y est pour beaucoup. Et l'idée du classe 40 me séduisait énormément parce que la classe 40 est née d'un constat qu'avant la course au large était abordable un peu pour tout le monde, évidemment pour les professionnels, pour les sponsors et tout, mais il y avait aussi il y avait encore une place pour deux types d'individus qui n'ont plus leur place dans les grandes classes lourdement sponsorisées, comme sont devenus l'IMOCA, les Ultimes et les Ocean 50, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la place pour le gentleman driver ou gentleman driver, c'est-à-dire une personne un peu fortunée, amateur de voile et tout, qui veut se faire son projet. Il n'y a plus sa place parce que même s'ils sont fortunés, c'est très cher et puis surtout, c'est techniquement très compliqué. Donc, il y a un gars comme Peter Herrera, au dernier Vendée Globe, il était obligé d'avoir une équipe énorme pour s'occuper de son bateau et tout. Et finalement, il est monté sur le bateau, il est passé à côté d'une partie de son projet dans la mesure où, techniquement, il n'avait pas le temps de s'y investir et tout. C'était pas possible. Et puis, autre catégorie qui était complètement écartée aussi des projets-là, c'est un peu
les gens qui construisent leurs bateaux dans un garage et tout, et qui sont encore capables de construire un bateau eux-mêmes, de faire un projet abordable et puis de pouvoir faire des grandes courses. Donc la classe 40, c'était ça l'objectif de la classe 40, c'était de combler cet énorme vide qui s'était fait au fil du temps avec les grandes classes qui étaient devenues inabordables financièrement comme techniquement. Donc la classe 40 se définissait comme un bateau de course océanique pour faire les mêmes courses que les autres, mais abordable. Parfait, ça. Alors, au début, les classes 40, ils n'avaient pas forcément un air super sexy. Au début, la classe 40 s'est construite autour de bateaux de série, de bateaux de course croisière, qui étaient le Pogo 40, dessiné donc par Finot et Conque, le Jumbo, dessiné par Roland Lucas, et puis après est arrivé l'Aquilaria RC1. Jumbo, c'est pas Pierre Roland? Pierre Roland, oui, pardon, Pierre Roland. Non, je confonds Pierre Roland, merci de me rattraper. Parce que Roland Lucas a fait aussi un des premiers... Benoît Lucas? Benoît Lucas a fait un des premiers classe 40, avec des formes qui ressemblaient un peu au Jumbo, d'ailleurs, qui navigue encore. Donc là, c'est François Lucas, peut-être même. François Lucas, il y a plein de Lucas. On a 3 Lucas. Il y a un Ronan Lucas qui s'occupe de Banque Populaire plutôt bien d'ailleurs, et qui s'en occupe plutôt bien d'ailleurs. On a un François Lucas il y a 2 architectes navals qui s'appellent Lucas. Il y a un Brestois et un Nantais. Et on les confond tous les deux. Il y a trop de Lucas. Il y a qu'un seul Alvard. C'est pratique. Mais donc, au début, c'était des bateaux vraiment dans l'optique un peu grosse croisière. La jauge s'est construite autour de ça. Mais tout de suite, on a vu le potentiel que ça avait, parce que c'était très, très attractif. Parce que déjà, le premier truc qu'on demande à un bateau de course, c'est à taille égale, c'est d'aller beaucoup plus vite que tout ce qui est à taille égale dans les catégories. C'est ce qu'a tué l'IOR, d'ailleurs, dans le temps. C'est ce qui risque peut-être. L'IRC a l'air plus souple et plus lucide, mais ce qui a tué l'IOR, c'est quand les bateaux de croisière ont commencé à aller plus vite que les bateaux de course. Que ça n'allait pas du tout. Il faut pas qu'une jauge soit restrictive au point d'empêcher la vitesse, sinon ça décourage tout le monde. Donc voilà, moi je découvre la Transat en solitaire et la classe 40 en 2008. Et donc je fais une Transat en solitaire assez mitigée parce que je finis 6e. En fait, j'ai une grosse collision avec la porte des glaces et tout, et je me suis fait un peu peur. Collision avec la porte des glaces? Avant la porte des glaces, avec un ovni, quoi, un truc. Donc j'ai cru à tort que j'avais peut-être un problème avec la quille et tout. J'ai molli un peu outre mesure. Et puis voilà, donc j'ai pas fini super bien. Heureusement, après, je me suis rattrapé sur la Québec-Saint-Malo grâce à Antoine Carpentier et Didier Lewourche. On a fait une très belle Québec-Saint-Malo qu'on a gagnée. Mm-hmm. Et puis, c'est une classe qui m'a... Je me dis, tiens, il y a vraiment... Là, j'ai peut-être trouvé un peu si abordable. Donc, si on a du mal à trouver un sponsor, on peut trouver un propriétaire avec une bonne complémentarité entre un propriétaire qui a de l'argent et pas beaucoup de temps et pas forcément toutes les compétences, puis un skipper qui a pas d'argent, qui a des compétences et un peu plus de temps pour s'occuper du bateau. C'est comme ça que Miranda Meron a commencé aussi dans la classe 40 avec Peter Harding, où elle a trouvé. Donc voilà. Et depuis, je me suis beaucoup investi dans cette classe. C'est là que vous êtes rencontrés. Alors accessoirement, c'est là où on s'est rencontrés. On se connaissait depuis très très longtemps. On s'est connus dans les années 90, au moment où elle était sur Royal Sun Alliance, et moi quand j'étais avec Rossfield sur la Windbrain, donc c'était avec America's Challenge, donc la Windbrain 97. Donc on s'est croisés à ce moment-là et tout. On se croisait un peu sur les courses, mettant sans plus, quoi, sans se connaître. J'avais un petit peu remarqué, comme marin, hein, pas comme. Mais quand elle est venue aussi sur le circuit IMOCA, parce qu'elle avait fait la route du Rhum en 2002 en IMOCA, puis elle avait fini d'ailleurs. Miranda fera l'objet d'un épisode Nito the Wind, évidemment. Donc, en anglais ou en français? Français. Et donc, et voilà, mais c'est sur la classe 40 qu'on s'est connus, parce qu'elle était. C'est là que vous commencez à naviguer ensemble, surtout. Voilà. Après, on a commencé à naviguer ensemble. Disons, on s'est connus vers 2008, parce que elle avait son programme avec Peter Harding, ses 40 Degrees et tout ça. Et c'est à partir de 2010 qu'on a commencé à naviguer ensemble. Déjà, on a navigué en 2010. Je devais faire, il était question que je fasse la route du Rhum avec le bateau de Peter Harding. Mais finalement, il y a Conrad Coleman qui est proposé avec un montant de location que le propriétaire pouvait pas refuser
Bon, après, il a regretté parce qu'il a récupéré son bateau en piteux état, mais ça, c'est autre chose. Mais donc, en 2010, on a navigué pas mal ensemble. Et notamment, on avait en transat pour ramener 40 degrees des Antilles et tout. Là, on s'était aperçu qu'on pouvait à peu près naviguer ensemble et qu'on avait surtout une bonne complémentarité pour pouvoir faire des projets ensemble. Et puis après, donc en 2011, on décide de se lancer dans l'aventure de la construction d'un classe 40, parce que il y a cette course qui est la Global Ocean Race, qui est une offre d'un tour du monde en double, en classe 40 et avec escale. Finalement, un peu le format de la Windward, mais en classe 40 et en double. Le truc parfait, quoi. Le truc, une course qui est très intéressante, un très très bon concept, qui malheureusement n'a pas tellement pris pour plusieurs raisons. La première, je crois que c'est de la personnalité même de l'organisateur. C'est-à-dire que Josh Hall est un visionnaire et quelqu'un qui était un super directeur de course, et qui était un bon marin. C'est comme un gars qui a fait le Boc, qui a fait le Vendée, enfin qui sait de quoi il parle. Mais en même temps, qui aime bien aussi tout le côté convivial, amical et tout ça, et qui avait peut-être pas forcément la distance nécessaire que doit avoir un organisateur vis-à-vis des coureurs et tout. Enfin, je veux dire, le premier truc qu'on demande à un organisateur de course, c'est de bien organiser son événement et tout. S'il peut faire la fête avec les coureurs, c'est génial. Mais il faut commencer par bien organiser l'événement, puis faire la fête après. Si on essaye de faire l'inverse, c'est moins bien. Donc en conclusion, c'était assez sympathique comme course, mais pas très pro. Et pas difficile de renvoyer au sponsor le truc, parce que l'organisation était un peu faible en moyens, était un peu faible en communication. Et puis, la deuxième chose, je pense que surtout Josh Hall était trop en avance sur son temps. Le concept était trop en avance. La classe 40 n'était pas encore mûre pour recevoir une course comme ça. Les gens connaissaient pas encore très bien la classe 40. Les gens n'avaient pas idée du potentiel des bateaux. Il n'y avait pas autant de bateaux, autant de concurrents qu'aujourd'hui. Oui, puis les gens se rendaient pas compte. Hein. On a eu une discussion. Moi, je suis très proche de Robin Johnson, et qui a été en charge de la Velux, l'ancien box, donc le Tour du monde en solitaire avec escale. Et la dernière édition de la Velux a été on peut dire en français un fuck-up complet, parce qu'il y a eu très peu de bateaux. J'ai dit, et j'avais pourtant prévenu Robin Johnson. Je lui ai dit, c'est Robin, si tu veux sauver la Velux, tu as la chance d'avoir un énorme sponsor et tout. Fais ta course avec les classes 40, parce que là, tu auras du bateau, tu as une demande, tu as une aspiration. Et Robin, il dit, ah non, c'est vraiment des bateaux trop lents et tout. Je pense pas qu'on puisse faire un tour du monde avec des bateaux comme ça. Bon, lui, il pouvait pas dire que c'était des bateaux trop petits, parce que quand on a fait un tour du monde sur une baille à moule comme Suyali, après, je crois qu'on peut faire ça sur une baignoire, quand même. Mais, il pensait. On rappelle que Robin Johnson, c'est le vainqueur du premier Golden Globe. Alors, Robin Johnson, à l'arrivée de la Route du Rhum en 2014, quand, presque tous les classes 40, enfin, une grande partie de la flotte de classe 40 était arrivée avant lui avec son 60 pieds qui était l'ancien Fila. Il a dit oui, c'est vrai que tu n'avais pas tout à fait tort, hein, quand même, et que c'est vrai que bon, on va pas refaire l'histoire, mais ça aurait pu sauver la Velux, ça aurait pu sauver le Boc, donc que sauver la classe 40. Il n'en a pas été ainsi. Donc la nature ayant horreur du vide, il y aura à l'avenir il y a maintenant deux offres de course en classe 40, et c'est très bien comme ça, parce que je pense qu'il y a un besoin impératif pour des tours du monde abordables. Sur ce tour du monde là, vous avez, il y a 4 ou 5 concurrents de mémoire, je sais plus. On avait, je crois qu'on était 6 concurrents. 6 concurrents. Dont Rossfield et son fils. Donc il y avait quand même, ça faisait d'emblée tout de suite, ça faisait un bon niveau, quoi, parce que en plus il courait sur un bon bateau, hein, il courait sur un Verdier construit par François Robert, qui était l'ancien bateau du Chilien. Là. Il y avait Conrad Coleman, il y avait pas Boris Herman. Hein? Il n'y avait pas Boris Herman, ou je me trompe d'édition? Boris Herman, c'était l'édition d'avant qu'il avait gagné. Il avait gagné l'édition d'avant, Boris Herman. Il y a eu 2 éditions de la Global Ocean Race. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que donc on a fait les 2 premières étapes sans problème. Et par contre, lors de la 3e étape, ils avaient mis des portes de glace, et nous on avait prévenu du danger de mettre des portes, notamment des portes trop hautes. C'était des waypoints. Et le problème, c'est qu'ils étaient tellement nord qu'on risquait de se choper des dépressions tropicales, en fait, en termes clairs, des cyclones, et au près.
Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, devant la météo qui s'annonçait, on allait prendre 60 nœuds au près, on était coincés. C'est-à-dire que soit on faisait comme les Sud-Africains, Philippe Hayton Square et Nick Legat, c'est-à-dire qu'ils faisaient un grand tour par le nord pour éviter le truc, mais j'étais complètement à la rue. Soit on faisait comme les bateaux qui nous poursuivaient, c'était Conrad Coleman et puis Marco Nannini. On fonçait droit dans le truc sans se rendre compte de là où on allait. Et donc, la troisième étape, les 2 bateaux qui étaient en tête, et qui étaient aussi les 2 équipages les plus expérimentés, qui étaient très près l'un de l'autre, qu'on était à 20 000. Rossfield et Campbellfield, et puis moi et Miranda, on a décidé, sans se consulter, de faire demi-tour. Parce que c'était tout simplement pas possible, quoi. C'est-à-dire, soit on passait par la porte, soit on se détournait tellement que la course voulait plus rien dire. Et d'ailleurs, on a fait demi-tour, on a mis à peu près 3-4 jours pour rentrer en Nouvelle-Zélande. Et pendant les 3-4 jours, la direction de course a réalisé qu'on avait probablement pas tort. Et ils ont descendu la limite des glaces de 3 degrés dans le sud. Une paille, 180 000, bouger la porte de 180 000. Et du coup, c'est vrai que dans le sud, il y avait 15 nœuds de vent portant. Mais on vit dans une société un peu bizarre, hein, parce qu'on vit dans une société qui a plus peur des risques que des certitudes. Donc ça peut poser des problèmes. C'est-à-dire que, effectivement, dans le sud, il y a des risques de glace, mais c'est des risques. Par contre, quand au nord, on est un cyclone, notamment auprès 60 nœuds dans la gueule, ça, c'est pas un risque, c'est une certitude. Donc là, et vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire que sur la glace, il y a 2 échappatoires. C'est celui de ralentir, de faire du nord, et voilà, quoi. Mais là, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est d'ailleurs un peu problématique. Un tour du monde en classe 40, c'est tout à fait faisable, mais il faut avoir un petit peu de liberté sur le parcours, de faculté d'adaptation et tout. C'est pour ça que les tours du monde en classe 40 nécessitent d'avoir une très, très bonne direction de course pour prendre les bonnes décisions et ne pas être idiot quant au point de passage. On marque est toujours d'être capable de s'adapter en fonction des bateaux et de la météo. Alors, vous allez ramener le bateau en Europe. Alors, du coup, là, vous allez enchaîner. On ramène le bateau en Nouvelle-Zélande. Et puis, alors, du coup, on se retrouve en Nouvelle-Zélande avec le classe 40. Alors là, c'est là où on regarde la map monde, on s'aperçoit que c'est loin. Comment on rentre? Et on a réussi à négocier, grâce à l'équipe, à mes amis de la Whitbread. On revient sur la Whitbread, notamment grâce à Chris Cooney, qui est un peu le bras droit logistique de Grant Dalton. Il y a tous les liens Whitbread qui remontent à 1980, qui se mettent en place et tout, qui arrivent à nous négocier un retour cargo pour le bateau. Et moi, j'arrive à convaincre Miranda qu'on voyage aussi sur le cargo, parce que moi qui adore le bateau et tout, c'était un truc. T'es rentré en cargo. Bah ouais, je veux dire, moi, il y a un truc que j'ai pas fait dans ma vie. J'ai pas fait de cargo, quoi. J'ai fait du grand voilier. J'ai fait du bateau de croisière, j'ai fait de l'aviron, pas mal d'aviron de mer, mais du cargo, j'avais jamais fait. Donc, l'occasion était trop belle. Et finalement, Miranda a trouvé que c'était peut-être pas idiot, parce que elle était au-delà de l'aspect aventure. Elle a calculé que quand même ça allait nous coûter le même prix que le billet d'avion, mais que pendant 3 semaines, on allait être nourri, logé, qu'on allait savoir où on allait, où est-ce qu'on était exactement. Et puis en plus de ça, pas loin du bateau. Puis c'était une belle aventure, quoi. Donc on a fait Nouvelle-Zélande, Savannah en cargo, et du coup on est arrivé à temps. On est resté, ça nous a permis de découvrir une région des États-Unis que je connaissais pas du tout, qui est la région de Charleston et tout. Alors c'est en plus au cœur de l'histoire que je connaissais pas du tout. Le Sud, je connais, en fait tous ces pays du Sud, je connaissais pas. C'était passionnant. Et ça nous permettait aussi de rejoindre le départ de l'Atlantic Cup, qui a été une édition exceptionnelle de l'Atlantic Cup, parce qu'on a retrouvé là toute la flotte de classe 40 qui avait fini la Solidaire de chocolat. Donc, qui remontait en convoyage pour faire la Québec-Saint-Malo. Ah, d'accord. Et qui avait l'Atlantic Cup au passage. D'où l'idée pour 2024, une année Québec-Saint-Malo, d'effectivement d'avoir une transat au printemps qui puisse amener les bateaux de l'autre côté pour pouvoir faire l'Atlantic Cup et Québec-Saint-Malo. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. D'accord. Et donc vous faites Québec-Saint-Malo. On fait Québec-Saint-Malo et on gagne encore. Donc c'est 2 victoires d'affilée sur la même course. C'est un truc assez sympa, surtout que il y a des courses, il y a plein de courses que j'ai pas gagnées, mais il y a quelques courses que j'ai gagnées. Gagné plusieurs fois le Tour de l'Europe, gagné la Two Star 2 fois aussi en monocoque, en multicoque. Et donc c'était vraiment, c'est super sympa. En plus c'est une course qui est géniale. En plus, c'est une course en équipage et je pense que
Je sais pas, il faut en parler un petit peu avec les autres, mais une victoire en solitaire, c'est important, mais je trouve que les victoires en équipage, c'est encore plus satisfaisant parce que c'est partagé. Et puis ça prouve aussi qu'on a coché à peu près toutes les cases en termes de choix d'équipage, de management, de trucs comme ça. C'est à la fois plus facile et plus difficile de gagner les courses en équipage. Donc, c'est vrai que c'est agréable de gagner les courses en équipage. D'abord, on fait gagner plus de monde en une seule fois. Et puis, voilà. Et alors, on avance un petit peu, hein, mais donc du coup, en 2014, il y a la Route du Rhum. Et là, comme vous êtes à 2 à faire du classe 40, bah, du coup, il faut engager 2 bateaux. Et ben voilà, en 2014, on n'allait pas. Donc en 2012, on gagne Québec Saint-Malo. Alors déjà, on gagne Québec Saint-Malo. Il faut que, puisque c'est public, on peut dire des anecdotes et tout. Il faut que je donne un grand merci. Donc on a commencé avec la campagne de France, avec un sponsor qui nous a été fidèle pendant 10 ans quand même. Hein. Pour moi, ça a changé ma vie. C'était une très grande rencontre. Hein. Très grande rencontre avec Jean-François Fortin, donc, qui était directeur des maîtres laitiers. C'est une laiterie voilà, c'est une coopérative laitière, mais qui est aussi à la tête d'un gros groupe de distribution qui s'appelle France Frais et tout. Et ce qui est sympathique, c'est que on a été introduit auprès de cette personne-là par Éric Duchemin, notre fabricant de mâts et ami. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai eu Éric Duchemin, il est originaire d'ici. Il est de Saint-Val-la-Hougue. Et quand j'étais petit, on avait eu Éric Duchemin comme moniteur de voile à Cherbourg. Et Éric Duchemin avec l'équipe de France de voile qui venait faire l'équipe de FD qui venait sur la semaine de voile du Cotentin et tout. Enfin, c'était un idole de jeunesse, Éric Duchemin. En dehors d'être un régatier exceptionnel et bien, un fabricant de mâts extraordinaire et un gars aussi qui a une vie extraordinaire avec, en collectionnant des fiancées toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et dont beaucoup célèbres d'ailleurs. Donc, c'est Arrêtons-nous là. Hein? Arrêtons-nous là. Non. Ouais, c'est vrai que, c'est vrai que, dans les années 80, de sortir avec Sylvia Christel, quand il prenait son bar sur son petit café à Valogne, ça laissait la clientèle de Beda était quand même un petit peu bouche bée, quoi. C'était sympa. Et donc la Route du Rhum. La Route du Rhum. Je te recale. 2014, tu me recales, et t'as bien raison. On n'allait pas. Donc on a notre sponsor fidèle depuis 2 ans avec la campagne de France et c'était difficile de choisir aussi bien pour nous que pour le sponsor de savoir lequel des deux allait faire le Rhum. Lequel des deux allait faire le Rhum. Alors pour moi c'était plutôt c'était vraiment difficile. On n'allait pas faire ça à la courte paille parce que moi, les jeux de hasard, hein, si je peux pas les transformer en jeux d'adresse, je perds tout le temps, donc ça servait à rien. C'est-à-dire que la courte paille, je sais pas tricher. Déjà, je sais pas tricher tout court, mais la courte paille encore moins. Et finalement, on a eu une opportunité avec pour pouvoir faire partir avec les 2 bateaux. Il y a eu un des parts, je vais pas rentrer dans les détails financiers et tout ça, mais une boîte qui travaillait avec notre sponsor a financé le projet du 2e bateau. Sans apparaître. C'était un gros sponsor de la voile, d'ailleurs. C'était quelqu'un qui avait beaucoup investi dans la voile auparavant. Mais là, il n'apparaissait pas sur notre bateau, mais c'était un arrangement entre gens de bonne compagnie. Donc, on a mis 2 bateaux, et évidemment, Miranda était arrivé devant moi. C'est-à-dire que moi, j'avais pris le bateau le plus récent, mais qui était très récent, donc pas très très fini, puisqu'on avait pu mettre le bateau à l'eau que très tardivement. Donc, elle était sur un Pogo 40 S2. Miranda, voilà, notre bateau était un 40 S2, un peu spécial quand même. Il était un petit peu, c'est un bateau qui est toujours dans le circuit et tout le monde dit, enfin tous les gens qui ont eu ce bateau reconnaissent que le 101 c'est un peu un bateau magique, hein, le Pau 40, 101. Bon, il y avait plus. Moi, j'avais hérité du bateau tel qu'il était parce que à l'origine c'était un bateau qui était commandé par Patrice Carpentier. Donc il y avait plein de trucs qui étaient déjà en place et tout, mais j'avais fait beaucoup de modifications sur le bateau en termes de centrage, de dessin de quilles. Donc pour un S2, c'était vraiment le meilleur. C'était un bateau qui était sublime. On se demande comment est-ce qu'on n'a pas été meilleur que ça avec nous. C'est tellement le bateau est bien. Elle fait quand même 6e, Miranda. Ah ouais, Miranda, 40, exactement. De mémoire, 42 concurrents. Exactement. Non, mais superbe bateau, bateau. Génial, quoi. C'est un bateau d'ailleurs à mon avis, qui est pas sorti du circuit de sitôt. Il court sous le nom de Milla aujourd'hui. Ouais, c'est avec des Japonais en plus de ça, l'histoire fondamentale. En fait, on l'a vendu qu'avec des gens qu'on aime bien. Il y a eu Pietro et Massimo qui nous ont racheté le bateau, qu'on l'ont très bien fait marcher. Après, on a eu Charles-Louis Murillo qui était pareil, son père. C'est tout l'équipage de Mariette et tout ça. Enfin,
sont aussi des amis. Et puis là, maintenant, ils l'ont racheté par Anne Mauger. Enfin, c'est Anne Mauger s'en occupe et c'est des Japonais qui l'ont racheté. Ce qui permet à Miranda de retrouver petit à petit son japonais. Et donc, moi, cette route du Rhum, franchement, pas terrible, hein, parce que en fait, la route du Rhum, c'est pour ça qu'il faut absolument que je la refasse, parce que 1990, expérience très heureuse. 1994, très mauvaise expérience, parce que c'est là où je perds la quille. Si j'avais perdu le kaki, mais c'est tout le bateau, moi, que j'ai perdu dans ce coup-là. Et où je m'en suis jamais remis. Après, gros blanc, et puis pas de route du Rhum jusqu'à 2014. Et 2014, je pars sur un bateau qui avait pas assez navigué, tout simplement. Donc, j'ai eu plein d'ennuis techniques. J'étais très content d'arriver avec des expériences un peu spéciales. Première nuit, alors que j'étais pas trop mal, à l'intérieur à gauche, j'ai tout mon système de barre qui se démantibule. Donc je pars en vrac, je reste, le bateau du coup vire tout seul, se retrouve avec le ballast, le matos et tout, le temps de remettre un peu d'ordre, de remantibuler un peu le système de barre. Enfin, il se passe pas mal de temps, mais bon, ça repart. Je fais une grande descente du golfe de Gascogne au reaching, et puis après d'entamer la traversée atlantique. Je vais essayer de voir si le moteur démarre pour assurer quand même un petit peu une source énergétique. Le moteur, il démarre pas, tu vois. Donc du coup, je regarde un petit peu, puis finalement au bout d'un moment, je découvre, oh horreur, je n'ai que de la mayonnaise à la place de l'huile. Parce que quand le bateau s'était couché, j'étais resté très longtemps couché. L'échappement était resté ouvert, il y a plein d'eau qui était rentrée par l'échappement, et tout ça s'est logieusement mélangé. Donc du coup, j'ai été m'abriter un peu. Aller vers des eaux plus calmes, un peu plus vers l'est, un peu plus vers le Portugal. Bon, c'était pas sur la route, évidemment. Mais le temps d'essayer de réparer un peu ça. J'avais 2-3 autres bricoles à faire. Et puis finalement, j'ai réussi à réparer. Je me suis dit, j'étais pas très bon à l'école, comme je disais, mais je me suis quand même souvenu de trucs de base qu'on n'apprend pas à l'école. D'ailleurs, température d'ébullition de l'huile, c'est pas la même que celle de l'eau. Donc j'ai dit, j'ai pas d'huile de chance, mais ce que je peux faire, si je récupère toute la mayonnaise, je vais mettre le truc à bouillir à petit feu dans le jet boil. Comme ça, l'eau, elle va bouillir avant l'huile, donc l'eau va s'évaporer et je vais enlever toute l'eau de l'huile comme ça. D'accord. Donc, j'ai fait ça. Moi, ça m'a pris 8 heures, le problème. C'est parce qu'au début, j'en avais fait un peu beaucoup, donc j'ai commencé avec des giclées d'huile bouillante partout dans le truc. Donc, j'ai dit, il faut essayer de prendre différemment. Donc, il fallait que j'y aille par toute petite quantité, avec la main sur la manette des gaz du jet boil. Et puis comme ça, et tu restais du gaz à la fin pour manger? Les gaz, j'étais parti avec pas mal de gaz parce que j'ai dit, avec le jet boil, les cartouches pèsent que dalle. Et puis j'avais retenu une leçon de mon ami Daniel Gillard dans le temps, savoir que quand tout va mal, il faut toujours qu'il y ait des trucs qui aillent bien. C'est-à-dire que quand on avait couru ensemble sur le gros Brittany Ferry, moi, je m'occupais plutôt du bateau, de toute la technique, le gréement, les ficelles, enfin les voiles, toute la technique. Et Daniel s'occupait de toute la logistique, y compris la bouffe et tout. Et je l'ai vu arriver le dernier jour, la veille du départ, ou dans 2 jours avant le départ, on était bien organisés. Nous, on bricolait pas la veille du départ. Il est arrivé avec des gros cartons. Je disais trop rien. Donc je vois débarquer ça. Je dis donc Daniel, c'était un très gros bateau. Hein, c'était un gros trimaran de 20 mètres, costaud, pas très léger, donc le poids était important, mais, et puis, j'ouvre le carton, j'ai dit, c'est quoi, là? C'est pas léger, en plus. Il dit, non, mais ça, c'est important, c'est la bouffe de survie. C'est pas un peu beaucoup, donc non. Alors, je remarque le carton, je les ouvre à l'intérieur, et puis à ce moment-là, je ouvre le carton, je vois que des trucs, mais alors, des boîtes de conserve de top, quoi. Comtesse du Barry, avec, des trucs incroyables. J'ai dit, donc, c'est pas de la bouffe de survie, ça. Si, et tu vois pas qu'on démate et qu'en plus on bouffe mal. Donc, je me suis dit, depuis ce temps-là, le gaz, c'est quand même un truc important. Quand je dis, t'as l'emmerde, où il fait froid, n'importe quoi, tu peux même pas te faire un café, c'est idiot, quoi. Il faut la course sur poids, il faut rester un peu raisonnable. Quand on a bouffé des lioffes, ils ont réchauffé sur le refroidissement moteur, après, on dit qu'il faut pas oublier le gaz. Et donc, j'ai comme ça, mais ça a mis 8 heures, parce que je pouvais faire de l'huile que 15 centilitres par 15 centilitres, mais je me suis refait une huile nickel, j'ai tout nettoyé, redémonté un peu, parce que j'avais malheureusement fait tourner un peu le truc, remis les injecteurs propres, fait tout nickel, et le moteur, boum, il repart. Nickel. Donc, j'ai pu finir la route du Rhum. Par contre,
jusqu'à l'arrivée, tout ce que je buvais, que je mangeais, tout, ça avait le goût d'huile de vidange. Hein. Je me prenais un petit café, ça avait le goût. J'avais eu beau nettoyer 25 fois et tout, le Jet Boy, parce que j'avais que ça, évidemment. Le Jet Boy était imprégné, tout avait eu goût huile de vidange. Donc, mais on s'habitue à tout, à la fin. Le seul truc, Miranda était arrivée avant moi, donc, elle m'accueillait, c'est vraiment gentil. Le temps qu'on amarre le bateau, qu'on arrive au ponton et tout, j'ai dit, tu veux un petit thé? Je lui ai fait un thé. Mais moi, je me rendais même plus compte que ça sentait l'huile de vidange. Elle a dit, mais qu'est-ce que t'as fabriqué? Et voilà, donc j'ai fini quand même cette route du Rhum là, derrière toi d'ailleurs. Effectivement. Et voilà. Et avec pas très loin, Alva. Non, pas très loin. Puis on n'était pas si mal que ça, de toute façon. Non. On était dans la première moitié largement, il me semble. On est même quasiment dans le premier tiers, un peu de choses. Ah ouais, exactement. Donc c'était bon. Pour l'anecdote, tu fais 14e et tu fais 16e. Et puis c'est vraiment la route du Rhum, c'est la classe 40, un truc extraordinaire, c'est qu'on a toujours des adversaires. Il y a 15 000 courses dans la course, donc c'est la joie de la classe 40. Hein. Et moi, il y a même des trucs qu'il a fallu que j'attende plus de 40 ans avant de découvrir certaines joies. Comme. Ah oui. Absolument. C'est-à-dire que c'est la dernière Jacques Vabre, donc qui est la dernière course que j'ai faite aujourd'hui, parce que après la Jacques Vabre de 2019, moi j'ai fait que de me consacrer au projet Vendée Globe de Miranda. Donc j'ai fait avec elle tous les convoyages, les entraînements sur le l'IMOCA, mais j'ai pas refait de course depuis la Jacques Vabre 2019. Et je suis parti à la Jacques Vabre 2019. Bon, j'étais assez content de partir parce que ça veut dire que le bateau était prêt à partir. Mais par contre, j'avais une grosse angoisse, c'est-à-dire qu'on avait un vieux bateau. Et je n'ai jamais fait aucune course avant avec un bateau qui avait absolument aucune chance de bien figurer. Je suis toujours parti sur des bateaux où, même si c'était pas des bateaux qui pouvaient gagner, comme le catamaran que j'avais à l'Euro du Rhum en 90, c'est évident qu'ils pouvaient pas gagner, mais je pouvais challenger, quoi. J'avais espoir en menant bien le truc et tout, je me disais, je peux faire un truc, je peux faire un peu la surprise, ce qui s'est fait d'ailleurs, mais il y avait de quoi me battre. Les Figaro, même quand j'avais pas les bateaux les plus récents, j'ai dit bon, voilà, j'ai un vieux bateau, mais je l'ai bien optimisé. Quand j'ai fini deuxième avec un très très vieux bateau, j'avais fait tout ce que j'avais pu. Mais là, la campagne de France, notre IMOCA campagne de France, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Bon, déjà, on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait parce qu'on n'avait pas les moyens, mais même si on n'aurait jamais eu, c'est pas un bateau pour gagner, c'est un bateau pour finir un Vendée Globe sans problème, ce que le bateau a fait. Donc je me dis, mais comment je vais vivre ça? Et je comprenais pas. Avant, j'étais, même en tant que président de la classe 40, en tant que coureur de la classe 40, ça, j'étais complètement admiratif, mais de tous ces gens qui prenaient les départs de course avec aucune chance de gagner. Je comprenais pas du tout. Je me dis, mais ça va être, je comprenais pas comment ils s'amusaient. Je dis, ça va être terrible, ça doit être, je comprenais pas leur motivation. Et j'ai découvert un truc extraordinaire. C'est une des courses sur lesquelles je me suis fait le plus plaisir. Ah oui? Ben ouais, parce que finalement, il n'y a pas de chance de gagner, donc pas de pression. Il peut pas y avoir de... Et donc, par contre, un bateau qui a un certain potentiel, on trouve dans la course d'autres bateaux qui ont des potentiels à peu près équivalents. Et puis, c'est extraordinaire, encore un grain, là. Un nouveau grain. Tu vois, entendre un nouveau grain. Mais ouais, mais c'est dès qu'on parle de la route du Rhum ou du poteau noir. Il y a les grains des alizés. Il y a les grains des alizés et du poteau noir qui passent dedans, là. Là, on est vraiment dans le poteau noir. C'est le dérèglement climatique, le poteau noir remonte dans le Cotentin. Donc, je disais, ouais, j'ai découvert, tu t'aperçois que dans les courses, tu trouves toujours des bateaux à ton niveau et tout, et tu peux t'amuser autant derrière que devant, tu vois, et c'est le côté fabuleux de la voile, quoi. C'est là. Et donc, t'as découvert ça après 40 ans de carrière, quoi. Et j'ai vraiment mis du temps, si tu veux, à comprendre ça. Et je comprends très bien qu'il y ait des gens qui aient beaucoup de plaisir à courir, même s'ils peuvent pas gagner, quoi. Il y a pas que, c'est un peu une connerie, quoi. Seule la victoire est jolie. Ben non, c'est pas vrai, hein, parce que, d'abord, il y en a qu'une. Alors, quand c'est 42, si tu veux, quand t'es 55, comme ça va être, ou même le Vendée Globe, tu vois, quand je vois tous ceux qui promettent la victoire, il y en aura qu'un qui gagnera, donc, il vaut mieux essayer de vendre autre chose. Enfin, il y en a qui devraient essayer dès le départ de vendre autre chose, s'ils avaient de sous-lucidité. Parce que c'est... Juste avant on va revenir sur l'IMOCA rapidement, mais tu vas faire du classe 40 jusqu'en 2018. Et vous allez faire construire un bateau? En 2018, en fait, on a décidé, après la route du Rhum de 2014, on a décidé que on s'attendait pas du tout à ce que ça continue avec le sponsor. Et ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à continuer si on continuait sur un programme raisonnable, c'est-à-dire sur un programme classe 40.
Et donc là, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir faire ce que j'avais jamais fait de ma vie, c'est-à-dire avoir la chance de partir de zéro pour construire un bateau et faire construire un bateau surtout. Parce que pour l'IMOCA, je l'avais un petit peu fait en 93, mais j'étais pas parti de zéro, quoi. C'est-à-dire que j'étais parti d'un moule qui était existant, bon, qui était certainement la meilleure coque de l'époque, hein, d'ailleurs. Mais c'était un moule existant, et puis et là, t'es parti de zéro. Donc, du coup, là, on est parti de zéro. Même architecte. Alors, même au niveau architecte, immédiatement, mon réflexe a été de me tourner vers mes compères, Michel Joubert et Bernard Nivelle. Enfin, surtout Bernard Nivelle, parce que Michel commençait déjà à être, puis il s'est spécialisé, c'était un peu Bernard qui faisait les bateaux de course. Puis Michel Joubert, oui, mais Bernard Nivelle, si tu veux, faisait un peu tous les bateaux de course. Puis Michel, il faisait un peu tous les motoriaux, tous les bateaux de croisière. C'est pas pour ça qu'il n'avait pas son avis, comme. Puis Michel, il commençait à être assez fatigué, donc c'était un projet qui devait être super bien au niveau du côté architecte, puis en fait qui s'est pas passé comme espéré. En fait, ça a été le 147. Je pense que c'est un très bon bateau au final, mais ça a été un bateau qui s'est fait un peu dans la douleur. Alors ça s'est fait un peu dans la douleur au niveau de la conception parce que c'est tombé à un très très mauvais moment. C'est-à-dire c'est tombé au moment où Michel Joubert commençait à être malade et puis après disparu et tout ça. Donc Bernard se retrouvait avec un peu seul, alors que le binôme fonctionnait très bien. C'est tombé aussi au moment des soucis d'Archambault, qui était un chantier très important pour le tandem Joubert-Nivelt. Et en fait, Bernard, il n'a pas du tout été disponible pour le truc. C'est-à-dire qu'on a bossé un petit peu ensemble au niveau des formes de coque, mais il a pu sortir quelque chose, il a pu analyser un truc, mais on n'a pas pu les finaliser ensemble. Enfin, on n'a pas pu faire des allers-retours ensemble, on n'a pas pu... Et puis après, il a eu le temps de toute façon, il m'avait dit, le pont, de toute façon, tu feras ça mieux que moi. La structure, c'est pas moi qui le fais. Puis tous les détails. Donc, en fait, du coup, je me suis trouvé à dessiner tout seul le bateau. Ce qui, en soi, m'a été vachement bien, mais sauf que du chantier où j'étais client au départ, je suis passé progressivement, en fonction avec une chantier, à m'occuper un peu du BE pour que le bateau sorte. Du BE, je suis passé un petit peu à regarder ce qui se passait dans l'atelier. De l'atelier, je suis passé à chef d'équipe et puis c'est terminé comme d'habitude. Quoi. Je me suis retrouvé en stratifieur. Quoi. Donc c'était pas le deal c'était pas ça. Quoi. Les deals, c'était d'imaginer un peu comme font les grands skippers dans les grandes équipes et tout. Ils font le bon côté sympa du bateau. Ils participent à la conception, mais c'est pas eux qui sont obligés de se taper les plans de détail ou de tout faire. Ils décident du chantier, mais c'est pas eux qui gèrent le bureau d'études du chantier. Ils décident après le truc se construit et c'est pas eux qui sont obligés de descendre dans le chantier pour montrer aux gars comment. Donc c'était un accouchement difficile, 547. Malgré tout, je pense qu'on a sorti un très bon bateau, surtout un bateau que Miranda a beaucoup aimé. Elle a fait la route du Rhum avec, donc elle a fait 12e, je crois, la route du Rhum. Bon, un peu moins bien qu'espéré, mais en même temps, c'était une route du Rhum vraiment compliquée, cette route du Rhum 2018. Moi, je courais sur notre vieux 101, mais qui était bateau m'était prêté. Donc, j'avais vraiment pas envie d'aller dans le dur avec. Il fallait que moi, je me voyais pas. Alors que vous êtes allé dans le dur. Hein. Vous conscient au départ beaucoup de bateaux qui ont fait escale. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je me suis pris le premier front, et puis après, j'ai dit, on va quand même pas tenter le diable. C'est un peu n'importe quoi. Enfin, je veux dire, si en plus de ça, le bateau, il était pas très bien préparé en termes de voile. Notamment, nous, on avait une petite trinquette qui était, il est bien la manière de souple. L'Italien, quand il s'était agi de remplacer la trinquette, il avait un petit peu radiné, donc il avait pris un truc qui était immanipulable en carton total. Enfin, c'était ingérable, quoi. Et s'il fallait passer, par exemple, la trinquette au tourmentin, c'était la guerre. Donc, elle n'était pas encore sur hook. Et puis, surtout, j'avais pas le droit de casser, quoi. J'avais pas le droit de... J'avais mis un petit peu d'argent déjà dans le bateau, à titre perso, comme racheter une voile et tout ça, mais après, je pouvais pas me dire, on pouvait se dire, tiens, ton bateau, il est dématé à tel endroit et tout. Donc du coup, j'ai fait escale à Bénodet, où j'ai retrouvé Emmanuel Hamez, Christian Guyader avec son catamaran, Bertrand Debroc, ça. Puis après, on a essayé d'y retourner, mais j'ai vu que ça le faisait pas. Et puis après, ça rimait à rien de passer, je sais pas combien de temps, à essayer de traverser. C'était beaucoup plus malin que ce soit Charles-Louis qui traverse, et voilà. Donc, route du Rhum 2018, mitigé. Donc, c'est pour ça qu'il est temps d'en faire une, parce que le bilan est pas très bon côté route du Rhum. Hein. C'est pas, pour l'instant, c'est pas la course sur laquelle j'ai eu les résultats les plus heureux. Mais c'est, par contre, une des courses où j'ai aussi des bons souvenirs, des bons moments.
Dernier chapitre pour l'instant de l'histoire, c'est donc le passage en IMOCA avec Miranda où tu mets sac à terre, où tu deviens chef de projet. Je sais pas quel était ton titre précis. Bah là, tu nous as parlé un tout petit peu au début en disant à quel point ça avait été difficile, mais là, c'était le passage et le lancement dans cette. Ça a été au-delà de toute difficulté. Objectivement, j'avais pas imaginé. Enfin, j'imaginais bien que ça allait être comme ça, mais j'ai imaginé que ça allait être un peu plus facile quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après Miranda avait vraiment il y a eu plusieurs éléments qui se sont mis ensemble. C'est que d'abord, normalement, ça devait s'arrêter en 2020 avec le sponsor et Campagne de France. Et puis, donc 2020, après la Route du Rhum 2018, on pouvait refaire une Jacques Vabre 2019, mais pour un sponsor et tout. Puis après, 2020, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on n'a pas de course d'automne. Il n'y a pas de truc en classe 40. Il y avait Québec Saint-Malo, on l'avait déjà gagné. Et donc Miranda elle voulait faire le tour du monde en solitaire sans escale, mais avec le classe 40, avec le 147, qui était un très bon bateau pour ça. Comme un record, quoi. Comme un record, parce qu'il y a un record qui existe, qui a été. Donc j'ai dit, je vais m'attaquer à ça et tout. Non, j'ai dit, écoute, c'est un peu dommage parce que tu vas éventuellement faire un truc superbe, mais le sponsor, il a pas du tout les moyens de communication pour valoriser ça. Nous, on les a pas non plus. Donc tu vas faire un truc qui va être très bien, mais ça va être bien que pour toi. Toi, t'en tireras rien parce que personne ne saura que tu l'auras fait. Le sponsor, il saura pas l'exploiter. Si tu veux faire un tour du monde en solitaire, sans escale, il y en a qu'un, quoi. C'est le Vendée Globe. Et j'ai dit, écoute, c'est une course que tu as failli faire. Je sais plus quel Vendée Globe elle a failli faire. Je crois que c'est le 2004 ou un truc comme ça. Enfin, elle avait l'accord du sponsor de Pindar et tout ça. Elle devait le faire sur le bateau Pindar qui a racheté, mais entre temps, il y avait Mousse Sanderson qui était remis dedans, et puis ils avaient décidé de reconstruire le gros bateau. Enfin bref, le sponsor lui a fait un petit peu, il a un peu squeezé sur le truc et a pas tenu sa promesse. Donc elle avait pas pu faire le Vendée Globe, donc elle avait mis un peu une croix dessus comme moi parce que après mon échec de pouvoir le faire en 96, j'ai jamais pu retrouver les moyens de le faire, quoi. Donc c'est un truc sur lequel on avait mis totalement une croix. J'ai dit à Miranda, écoute, ça c'est peut-être un peu on peut essayer, quoi. C'est pas gagné, mais on peut essayer. Et c'est maintenant ou jamais, en tout cas. Faut pas qu'on ait de frustration dans la vie. Tu vois, faut pas qu'on arrive en disant merde, on n'a pas fait le Vendée Globe et tout. Moi, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu, donc de pas pouvoir aller, de pas avoir pu faire cette course-là. Et je pense que objectivement maintenant, je le ferai plus, quoi. Ça sera dans une autre vie. Hein. Mais puis de toute façon aussi, le Vendée Globe dont j'ai rêvé, c'est peut-être pas non plus le Vendée Globe d'aujourd'hui. Voilà. Donc Miranda, si tu veux faire un tour du monde solitaire sans escale, c'est le Vendée Globe. Donc on s'est lancé dans le projet juste après la route du Rhum 2018. Donc en février, on a cherché un bateau. Il y avait plus beaucoup de bateaux sur le marché. Et vous avez eu le feu vert du sponsor tout de suite? Ouais, il faisait ce qu'on voulait du moment qu'il dépensait pas un centime de plus. Alors donc, il nous a toujours on a toujours marché dans une confiance absolue avec le sponsor. Mais simplement, on avait un budget limité, qui était un budget classe 40. Il dit, on mettra pas un centime de plus. Donc, si vous estimez que vous pouvez y arriver, allez-y. Éventuellement, si vous cherchez d'autres partenaires qui sont compatibles avec notre nom et qui sont pas, vous nous en parlez. Et puis peut-être que, voilà. Mais nous, on met pas un centime de plus. Donc, tu peux nous dire le budget ou? Ah oui, tout à fait. On avait un très très beau budget de classe 40. On avait 300 000 à la fin, parce qu'au début, on a commencé avec un demi-budget, mais à partir de 2013, on a eu 300 000 euros par an. Donc, pour moi, c'est un très beau budget de classe 40 qui permet de payer, d'amortir le bateau, de fonctionner parfaitement bien sur les courses, de faire toutes les voiles qu'on veut et tout, qui permet pas de payer 2 personnes dessus, ça c'est sûr, qui permet de payer un tout petit peu une seule personne. Donc, en classe 40, on était très contents avec ce budget-là. Et moi, le plan était de me payer éventuellement, comme on était armateur du bateau, d'arriver à me payer à la fin avec la vente du bateau. Malheureusement. Donc avec 300 000 euros, vous avez avec 300 000 euros, on faisait le classe 40 sans problème, et on a décidé. On était très à l'aise, donc on a décidé de se mettre dans la merde en faisant le Vendée Globe, mais sans regret. Parce que c'est fait, parce que tout est bien qui finit bien, mais c'est une prise de risque énorme. C'est-à-dire que aujourd'hui le bateau n'est pas encore vendu, mais si on s'était retrouvé avec le bateau dématé en Nouvelle-Zélande, j'ose même pas imaginer les conséquences. Là, on a été donc parce qu'on est parti dans les conditions du Vendée Globe, on était un des seuls bateaux à pas être assuré.
Et c'est aussi une des raisons qui explique que Miranda a fait un Vendée Globe, un beau Vendée Globe parce qu'elle a fini, mais elle était par rapport à ses capacités, je pense qu'elle était un petit peu en demi-teinte parce que elle est partie avec la pression énorme qu'il fallait absolument arriver, quoi qu'il arrive, que pas le droit de s'arrêter quelque part avec le bateau cassé, parce qu'elle savait qu'on s'en sortait pas. Donc je pense que c'était pas psychologiquement, c'était pas les conditions idéales. En préparation mentale, c'était pas terrible comme par rapport au skipper qui est pas armateur, qui est pas propriétaire du bateau et tout. L'histoire est différente. Donc elle a navigué beaucoup trop conservativement. Curieusement, là où elle s'est un peu lâchée, c'est dans le sud, quoi. C'est-à-dire qu'elle a fait un Indien et un Pacifique qui était vraiment plutôt pas mal, bien dans le rythme et tout. Mais je pense que sur l'Atlantique, sur la descente comme la remontée, elle aurait pu faire un peu mieux. Mais toi, comment t'as vécu le fait d'être chef de projet qui reste à terre? Non, je sais pas si t'étais chef de projet d'ailleurs, mais en tout cas d'être... Non, mais au début, j'ai pas trop mal vécu le truc parce qu'il y a un côté aventure, il y a un côté entrepreneur qui est fantastique avec les bons côtés. C'est-à-dire qu'on récupère un bateau. Alors d'abord, il y a tout l'aspect recherche de bateau et tout qui est assez intéressant. Parce que ça permet de voir plusieurs bateaux, de se faire une idée, de rencontrer des gens aussi. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. En fait, au final, on avait sélectionné 2 bateaux, qui étaient notre bateau, celui qu'on a acheté, l'ancien Great American, et puis l'ancien bateau aussi sur lequel avait couru Johan Richomme et sur Plan Lombard. Plan Lombard, l'ancien Seal, quoi. Et puis Pierre Lacaze. Et donc, du coup, on avait d'ailleurs plutôt notre dévolu sur ce bateau-là. Parce qu'on avait été voir l'autre bateau, mais il était trop cher pour nous, en fait. Parce que c'était un bateau qui était un cran au-dessus en termes de construction, d'état général. Sur le Lombard, le bateau était vraiment bien, mais il y avait beaucoup plus de boulot quand même à faire pour l'alléger. C'est un bateau qui avait été beaucoup alourdi. Toutes les modifications One-K, j'étais pas persuadé qu'elles allaient dans le bon sens. Et par contre, ça m'a permis de rencontrer Pierre Lacaze, quelqu'un d'extrêmement sympathique et tout, avec qui je me suis tout de suite entendu. On a fait une offre qui était raisonnable, qu'il a accepté. On était parti pour acheter ce bateau-là. Et entre-temps, contre toute attente, les Anglais ont accepté la proposition qu'on leur avait fait aussi, alors qu'on pensait qu'elle passerait jamais. Mais ils l'ont accepté parce que le bateau appartenait à l'équipe d'Alex Thompson, où un des actionnaires de l'équipe d'Alex Thompson, Sir Keith Mills, était assez motivé pour qu'il y ait un skipper britannique en plus, qui plus est féminin. Donc on a été un petit peu sponsorisé par le vendeur au départ pour acheter le bateau. D'accord. Ce qui fait qu'on a acheté le bateau dans des prix qui étaient abordables pour nous. Mais le problème, c'est que quand j'ai fait la compte, j'avais aucune idée comment j'allais pouvoir financer le reste. Donc en 3 semaines, il a fallu que je remonte une structure. J'ai remonté une boîte pour chercher des actionnaires, des investisseurs. Et en fait, j'avais le choix entre soit faire appel aux banques ou soit chercher des investisseurs. Alors, évidemment, en leur proposant de les rémunérer, il fallait que l'opération soit intéressante pour eux. Donc ça, c'était un côté passionnant à monter. Et puis humainement aussi riche, parce que les gens qui sont venus comme investisseurs, c'est bien entendu et tout ça. Et depuis, ça y est, malgré le fait qu'on n'ait pas revendu le bateau, les investisseurs sont remboursés avec une plus-value plus qu'honorable par les temps qui courent. Je dirais largement, même très très honorable. Ils sont très contents. On pourrait les revoir pour faire d'autres conneries éventuellement. Mais donc ça, c'était intéressant. Le côté technique, c'est assez intéressant parce qu'on a récupéré le bateau qui il était foncièrement en bon état, mais avec 0-0 maintenant depuis 3 ans. Et puis, je pense que autant l'équipe d'Alex Thompson s'occupe bien des bateaux d'Alex et tout, qu'on a toujours propre, autant les autres bateaux, il faut pas récupérer un bateau derrière eux. C'est très décevant, quoi. Je veux dire, voire même un peu la honte. C'est pas grave, c'est un organe public, ça me dérange pas de le dire. C'est qu'on a récupéré le bateau, pas en bon état général. Rien de catastrophique au niveau structure et tout, mais sale. Il y avait des trucs qui marchaient pas à bord, ils nous l'avaient pas dit, alors qu'ils savaient forcément que ça marchait pas. Ou alors ils sont vraiment incompétents, ce que je ne crois pas. Enfin, un peu limite. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont fait du business avec eux ont des échos un peu similaires. Donc, on a. Alors, après, peut-être que quand on rachète les bateaux d'Alex, c'est bien, c'est différent, mais. Et puis, le problème, c'est qu'après, assez vite, on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez d'argent pour pouvoir embaucher un team complet et tout. Donc, on pouvait prendre des gens ponctuellement à la mission. On a un petit peu de Jeff Kemener qui est venu sur quelques journées, mais très peu, quoi. Je veux dire,
Au total, sur les 2 ans, il est venu, je sais même pas s'il est venu 50 jours, quoi. Donc, c'est un petit peu un gars pour la strat. Puis on s'est beaucoup appuyé sur la structure du chantier V1D2, mais bon, c'est pas gratuit, hein. Même s'il faisait des efforts, c'est quand même une structure qui est très chère parce que l'outil est très bien. Donc, c'est clair que quand on n'a pas de chantier à soi, il y a pas de juste milieu, quoi. Les 60 pieds, soit on est obligé de trouver une bonne structure, mais il y en a très peu. Je crois que V1D2, c'est une des seules parce que il y a tout ce qu'il faut comme équipement, c'est entre hangar, fosse, grue, pour bosser en autonomie tout seul. Il y a quelques compétences au chantier, pour tout ce qui est peinture, office et tout, et sinon, il laisse les gens bosser dessus. C'est pour ça que Louis Duc a refait son bateau chez V1D2, quoi. Mais il n'y aura pas eu forcément beaucoup de structures, ça aurait été possible. Donc et pendant la course, alors? Alors, pendant la course, ça s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, moi, je suis arrivé au départ du Vendée Globe totalement crevé, mais j'ai dit, je donne absolument tout ce que j'ai pour que ce projet-là marche. Ça a été tout ce, quand je dis tout ce que j'ai, c'est même au-delà. Non seulement sur le plan financier, mais sur le plan physique, sur le plan boulot. Enfin, on a bossé, on s'est pas arrêté une seule journée, quoi. C'était non-stop. Et puis, tout le monde sait ce que c'est qu'un IMOCA, quoi. Et puis, dès que ça allait même dès que le bateau était à l'eau, il fallait que je plonge, hein, pour le caréner toutes les semaines. Et voilà, quand on était autonome à tous les niveaux. On pouvait pas se payer, sauf au moment du départ des courses, mais sinon on pouvait pas se payer un plongeur pour pouvoir nettoyer le bateau. Donc, ça passe par tout ça, tous les boulots, tout le matelotage, la mécanique, l'électronique, tout. Enfin, on a tout fait. Et moi, je me disais, super, le 8 novembre au soir, je vais être en vacances. Eh bien, tu croyais vraiment? Eh bien, que nenni. J'avais la naïveté de vouloir y croire, parce que sinon j'aurais pas tenu. Je pense que j'aurais pas tenu au départ si je m'étais pas dit que ça allait être un peu une délivrance le jour de départ. Et puis en fait, non, ça s'est pas du tout passé comme ça pour plein de raisons. C'est que la première raison, c'est que moi je suis pas du tout spectateur. Alors ça semblait un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que quand il y a des courses. Quand ça m'intéresse, je regarde un petit peu, mais de très loin, quoi. Je suis pas du tout du genre à regarder toutes les positions ou à regarder les météos ou à étudier les météos. Normalement, voilà, moi j'aime bien être acteur, mais je suis pas spectateur dans l'âme, quoi. Je pense qu'il y a, heureusement, il y a plein de gens qui adorent ça, qui sont dedans, même des coureurs, hein. Je sais qu'il y a des coureurs, les courses qu'ils font pas, ils sont derrière leur écran, ils regardent tout ce qui se passe, ils analysent, et ils vivent un peu moi, vivre une course par procuration, c'est pas mon truc. Je veux dire, ça doit pas être. C'est pas plus mon truc que de regarder un film de cul et de faire l'amour, quoi. Je veux dire, j'aime bien être acteur, quoi. Voilà. Donc quand je suis pas en course, j'ai du mal. Et là, malgré moi, j'ai été obligé de me mettre dedans. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que je n'ai pas loupé un seul pointage, quoi. Même celui de la nuit, je n'ai pas loupé un seul pointage, pas un seul de tout le Vendée Globe, parce que je voulais savoir ce qui se passait. Je voulais, donc autant dire que je l'ai pas bien vécu, d'abord parce qu'on comprend pas tout. Au départ, je voulais faire, déjà pour savoir où noter le bateau, voir s'il n'y avait pas des problèmes de sécurité, même si j'avais complètement confiance dans la direction de course. Je voulais quand même voir, quoi. Et puis je connaissais bien le bateau aussi, donc c'était la façon dont marchait le bateau pouvait me laisser entendre un peu ce qui pouvait se passer. Et puis donc ça, j'ai pas bien vécu, parce que on a beau savoir que la météo sur l'eau, c'est pas comme celle qu'on voit sur son petit écran, que on comprend pas tout. Donc il y a un côté un peu frustrant. Pourquoi un tel il fait ça, pourquoi l'autre il fait ça. Donc on comprend pas toujours ce qui se passe sur l'eau. C'est-à-dire que plus on suit, moins on comprend. Parce que plus on se pose des questions, comme il y a pas de routage évidemment sur la Vendée Globe, hein. Donc non seulement on peut rien dire, mais on n'a pas de. Moi, j'avais pas le retour non plus du bateau, quoi. J'avais pas de. Il y en a qui ont peut-être des moyens de communication qui permettent de savoir quel vent ils ont à bord, etc., etc. Nous, on n'avait pas ça. Il n'était pas question qu'on ait ça, d'ailleurs. Donc ça, du coup, j'ai mal vécu. J'ai très mal vécu aussi le fait d'avoir la double casquette. C'est impossible d'être à la fois conjoint et puis responsable technique du projet. Le téléphone sonne, je sais jamais pourquoi il téléphone. Pourquoi le téléphone est-ce que c'est un Miranda qui veut me dire bonjour, ou est-ce que c'est le skipper qui me demande de résoudre un problème infernal parce qu'il y a un truc qui est cassé, ou qu'il y a un truc qui va pas, Et en plus, comme le bateau, on n'avait pas d'équipe. Moi, j'étais le seul à porter tout. Au niveau technique, je pouvais pas. Miranda pouvait appeler certains spécialistes comme NKE sur un problème d'électronique spécifique, ou Hydro-M à La Rochelle, qui ont été très très. On avait des super fournisseurs, hein. D'ailleurs,
Je pense que entre la disponibilité des fournisseurs et le WhatsApp, c'est une des raisons qui explique le relativement faible nombre d'abandons au Vendée Globe. On est loin des premiers Vendée Globe où les gars, ils avaient que la BLU. Aujourd'hui, le WhatsApp, c'est un cordon ombilical avec la Terre. Donc, moi, étant seul, il y avait personne qui pouvait prendre le relais. Personne qui connaissait le bateau comme moi. Elle pouvait appeler personne alors que moi, je connaissais tout par cœur du bateau. J'avais tout fait. C'était la plupart des trucs. Démonter, remonter presque tout. Donc, c'était pas possible de partager ça. Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'était très, très, très dur. Et alors, parce que Miranda, c'est l'idée de refaire le Vendée Globe, jamais dans sa tête, bien avant de franchir la ligne d'arrivée. Quand elle m'a dit qu'elle voulait faire le Vendée Globe, j'ai dit oui, bon, on verra. Et puis, je suis énoncé assez vite que ça serait sans moi, quoi. En tout cas, pas dans ces conditions-là. Donc, Miranda, en fait, a perdu la totalité de son équipe technique en 5 minutes. Bon, il n'y a pas eu de problème, on s'est bien arrangé. Comme je n'étais pas payé, il n'y a pas de problème de prud'homme et tout. Mais elle s'est retrouvée brutalement vidée l'équipe technique s'est vidée de tout. Son project manager, son stratifieur, son électricien. Son plongeur. Son mateloteur, son astiqueur de machin quoi. Enfin, elle a tout perdu, comme. Donc, t'es content d'en devenir coureur pour la prochaine Route du Rhum. Et donc voilà. Donc, j'ai été mal. En plus de ça, le bateau se vendant pas, tu vois. Donc, jusqu'à cet été, j'étais très mal. Jusqu'au moment de dire, il faut que je rebondisse sur quelque chose. Et puis, pourquoi pas une petite Route du Rhum. Bon. Eh ben, Alvard, on a fait le tour ou quoi? Je pense. Non, on n'a pas fait le tour. Il manque plein de trucs parce qu'il y a plein d'anecdotes absolument incroyables et tout ça, mais bon, on peut pas tout faire. On fera un deuxième épisode. On en fera un deuxième épisode, parce que il faudra faire un deuxième épisode sur des sujets très précis, tu vois. Sur les débuts du composite, ou les grands multicoques, ou les débuts des foils, tu vois. Ouais. Voilà. Les foils, ça commence seulement à marcher, mais on a commencé dans les années 80. Je te propose qu'on en reste là pour ce coup-là. Je pense aussi, ouais. Tu veux faire Miranda ou? Non. On va dire aux gens qui nous écoutent. On pensait un moment enchaîner Miranda juste après, mais là, on a été tellement long que. J'étais chiant. Il y a plus de piles. J'étais chiant, non? Mais non, on verra les réactions. Je ne pense pas. Bon, on verra. Alvard, merci beaucoup. Si vous nous avez suivis jusque-là, merci à vous également. N'hésitez pas, j'ai un petit texte que je dis à la fin à chaque fois, tu sais. Ouais, très bien. N'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié ou pas, à nous faire des remarques. Je remercie encore, notamment à tous les gens qui nous écrivent pour nous dire dans quelles conditions ils écoutent les différents épisodes Into the Wind. N'hésitez pas non plus à nous mettre une note sur Apple Podcast et un commentaire. C'est toujours bon pour le référencement. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, mais je ne sais pas avec qui. Enfin, dans 15 jours, pardon, je ne sais pas avec qui. On va continuer nos petites tournées. Alvard, merci beaucoup. Merci Pierre-Yves. Et puis je suis très content de voir que pour l'hiver approchant, les gens vont pouvoir voir des films avec des trucs inédits absolument exceptionnels, quoi. Le fait de ressortir, on a parlé de Morbihan, quel épisode fantastique. T'as parlé des films de Pipa aussi, ouais. Sur les Whitbread 81, tout, c'est extraordinaire. Je pense que les gens vont être un peu surpris parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est gavé d'images. Mais on s'apercevra que pour l'époque, surtout dans les conditions où c'était tourné, tu vois, avec les petites Super 8 qu'il fallait remonter. Exactement. Les gens vont être surpris quand même. Voilà, Alvard, merci pour le petit coup de pub pour Sailors et du coup n'hésitez pas à vous abonner à partir du 1er décembre. Merci Alvard, à bientôt. À tantôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt!